Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour le bilan de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est achevée hier à Olembe avec cette éclatante victoire du Sénégal. Et oui, c'est fait, le Sénégal succède à l'Algérie et nous allons donc en parler sur ce plateau avec Emecheche Kader Guilavogui et Roméo Koulibaly. Bonjour messieurs. Bonjour Samuel. Est-ce que comme les Sénégalais, vous avez passé une très bonne nuit hier ? Oui, mais c'est une habitude chez moi de passer. Ah ouais, d'accord, ok. De merveilleuses nuits. Mais en plus, avec la victoire du Sénégal, qui depuis son indépendance n'était pas arrivé à ce stade de la compétition, je dois dire que j'étais très très heureux pour nos frères de l'Afrique de l'Ouest, sénégalais. Mais en tout cas, c'est une joie partagée par le peuple sénégalais. On sait qu'il y a une forte communauté à Treichville. On imagine bien l'ambiance qui a prévalu donc, de ce côté-ci d'Abidjan. Marcory, plusieurs communes du lycée d'Abidjan. Comment vous avez vécu, vous, cette victoire On a vu sur les réseaux sociaux beaucoup d'effusions de joie du côté de la commune Zassa, la commune de Treichville, mais également un peu partout en Côte d'Ivoire. Solidarité francophone, solidarité d'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire était le seul pays d'Afrique francophone en Afrique occidentale à avoir une coupe, et nous on en a deux. Il était temps que l'un de nos pays frères nous rejoigne, et c'est fait avec le Sénégal. De la plus belle des manières, on a connu toutes les émotions. Félicitations encore aux Lions du Sénégal. Et c'est pas rien de le dire, on a connu toutes les émotions, Kader Guilavogui. Absolument, une finale qui a bien failli leur échapper. La faute à des Égyptiens. Correa s'accrochait à un gardien dont on va parler tout à l'heure, mais bravo au Sénégal parce que une génération qui est si douée, si talentueuse, passée à côté d'un événement, surtout qu'ils avaient perdu la finale en 2019 face à l'Algérie. Il fallait que ce Sénégal-là se réveille et cette finale du rachat, l'a été. Bravo au Gaïndé, tout simplement. Ben ouais, bravo aux Gaïndé qui, d'ailleurs, sont attendus, et si je ne m'abuse, sont déjà arrivés donc, au pays parce que, ils attendaient d'être reçus par le président Macky Sall et tout le peuple sénégalais qui, naturellement, donc, se prépare à leur réserver cet accueil aussi chaleureux. Alors, messieurs, nous allons parler quand même de tous les points de cette organisation, mais est-ce que là, tout de suite, il n'y a pas lieu de féliciter quand même le Cameroun qui a tenu, malgré toutes les vicissitudes, donc, à organiser cette CAN? Oui, c'est un peuple à féliciter, c'est un gouvernement camerounais à féliciter, c'est une fédération camerounaise de football à féliciter, parce que, comme je dis toujours, la FIFA et la CAF ont énormément joué avec les nerfs du peuple camerounais. L'organisation de la compétition au profit de l'Égypte. Et puis, dernièrement, à 2 mois de la compétition, il y a une rumeur qui a couru pour dire que les Camerounais n'allaient plus organiser la compétition et que ça allait repartir en Égypte. Ouais. Et bien ça, ce n'était pas fait pour arranger les affaires des choses, les affaires des Camerounais. Mais les Camerounais y ont cru. Ils avaient foi dans leur capacité à organiser ce genre de grande compétition. Eh bien, ils n'ont pas baissé les bras. Ils y sont allés avec l'État derrière eux, la Fédération camerounaise et le COCAN camerounais, ont bien pris de mettre les petits plats dans les grands. Et je dois dire que c'est une grande réussite. Une grande réussite, finalement, à part quelques petites choses dont on parlera au fur et à mesure dans cette émission bilan. Mais globalement, on peut se satisfaire quand même de cette organisation. Au-delà même des satisfactions qu'on peut adresser au peuple camerounais, c'est toute l'Afrique. Cet élan de solidarité s'est manifesté quand, comme Emile a dit, la FIFA et les clubs européens ont décidé, n'est-ce pas, de mettre, on va dire, quelques bémols sur cette organisation. C'est toute l'Afrique, tous les joueurs africains qui se sont manifestés. C'est pour cela que j'ai aimé la déclaration hier de Sadio Mané quand il disait qu'il a gagné le plus beau trophée de sa carrière à la CAN. C'est un signal envoyé à tous ceux qui voulaient faire de cette CAN-là un tournoi banal. Il a démontré que cette compétition-là, elle compte énormément pour l'Afrique et les Africains. Je pense qu'il faut féliciter les Camerounais qui ont tenu vaille que vaille à organiser cette compétition. Il le dit, il pèse ses mots. Donc, gagner la Coupe d'Afrique dans un pays de football, qu'est le Cameroun, mais aussi devant la sélection la plus titrée d'Afrique, c'est un trophée qui a tout son sens.
Il fallait le faire, surtout que ce trophée-là, je veux dire, vient combler un vide parce qu'il n'y a rien de mieux que de remporter un trophée avec sa sélection nationale. C'est ce qu'il vient de faire. Plusieurs grands noms du football africain ont terminé leur carrière sans remporter quoi que ce soit avec leur sélection. Eh bien, il sort de cette liste-là. On pourrait citer Emmanuel Cheya Adebayor, on pourrait citer le seul ballon d'or africain, George Weah. C'est des trophées qui manquent à leur palmarès. Ben là, Sadio Mané vient d'inscrire en lettres d'or son nom dans l'histoire du football africain. Et puis sportivement, le Cameroun a réussi cette CAN-là. Il y a eu quelques couacs, mais on va dire que dans l'ensemble, les Camerounais ont tenu le pari. Ils ont eu à faire taire les critiques, mais de la plus belle des manières. De la plus belle des manières. D'ailleurs, on va revenir sur ce Sénégal, ce fort Sénégal qui vient de rectifier donc, le cours de l'histoire en remportant au tir au but, on dira la finale. Hein. Au bout du suspense d'ailleurs, le Sénégal finit par remporter cette CAN 2021. Premier trophée continental pour la meilleure équipe africaine donc, depuis 37 mois. Il faut le noter, le Sénégal aujourd'hui donc peut naturellement se satisfaire de ce beau cadeau. On revient sur le parcours de champion du Sénégal avec Esso Jean Silver. Le Sénégal, enfin sur le toit de l'Afrique. Les Lions ont confirmé au Cameroun qu'ils sont bien les meilleurs du moment sur le continent africain. Pourtant, leur début dans la compétition ne fut pas aisé. Un seul but inscrit grâce à Sadio Mané lors de la première journée contre le Zimbabwe. C'est au second tour que les hommes de la Teranga vont retrouver leur appétit offensif pour écarter les différents adversaires. Une victoire 2-0 face au Cap-Vert, un succès 3-1 devant la Guinée équatoriale. C'est sur ce score que Sadio et les autres Lions affamés s'offrent le Burkina Faso dans le derby de l'Afrique de l'Ouest. Le 6 février 2022, le Sénégal connaît toutes les émotions avant de de l'Égypte au tir au but. Ce sacre vient essuyer les armes des Sénégalais qui avaient échoué en 2002 et en 2019. Malgré un début poussif Tchétché, le Sénégal finit par être donc cette 15e nation à soulever le trophée continental. Alors je me demande si le Sénégal n'avait pas marqué ce but lors de leur premier match à la 93e minute. Ouais. Qu'est-ce qui serait devenu aujourd'hui de cette équipe? Eh bien, Sadio Mané a eu la force de transformer ce penalty contre le Zimbabwe et ça a lancé leur compétition. Après, ils ont aligné des matchs poussifs. On ne comptait plus trop sur eux. Or, c'était sans y compter avec la détermination et le sens de management du sélectionneur Aliou Cissé. Ah ouais. Ce sont ces éléments-là qui ont amené aujourd'hui cette équipe au sacre. Quand les équipes passent le premier tour, on se dit, paf, cette équipe-là, elle ne mérite pas d'aller au deuxième tour. Mais au deuxième tour, l'équipe du Sénégal se mue en une équipe combattante. Ne plus prendre de but, marquer s'il en faut, ou à la limite aller au tir au but. Ah ouais. Eh ben, ils ont eu ce cheminement-là jusqu'au sacre. On va en parler dans le détail tout à l'heure donc avec Kader Guilavogui parce qu'on a vu quand même deux visages, sinon trois, du Sénégal. Un premier visage, Roméo Koulibaly, où ce Sénégal-là est allé tout doucement et s'est constitué d'ailleurs donc en meilleure défense. Un deuxième visage où ce Sénégal a été plus mordant offensivement. C'est un peu de tout donc, dans cette victoire sénégalaise. Le Sénégal a inscrit, je crois, au total 9 buts, 8 en phase d'élimination directe. Ça voudrait dire tout le changement tactique dans l'envie, dans l'entrain, dans la manière de se comporter sur le terrain. On a vu qu'en l'absence de garçons comme Gana Gueye au milieu de terrain, cette équipe sénégalaise était véritablement en recherche de repères, était en perdition. Mais on a vu que quand Gana Gueye a récupéré son fauteuil de titulaire au milieu de terrain, cette équipe-là a commencé à dérouler. Et puis avec les entrées à chaque fois percutantes de Ismaïla Sarr, de Bemba Dieng, de Pape Gueye, c'est une équipe qui a une profondeur de banc de touche, qui a une qualité et qui l'a prouvé à tous ces matchs. Même si on va dire que ce parcours-là n'a pas été semé de véritables embûches, parce qu'à part la demi-finale contre le Burkina Faso, le Sénégal a eu quand même des équipes à sa portée. Mais cela n'enlève en rien en la qualité de ce groupe sénégalais, car c'est véritablement un groupe.
Ah ouais, c'est véritablement un groupe qu'on a vu, un fort collectif. Kader Guilavogui, après, d'ailleurs, on dirait les mésaventures de 2002 et 2019, des finales perdues, où le Sénégal se voyait déjà donc, sur le toit africain. Il fallait attendre 2021 pour être récompensé de ses efforts. On peut parler de constance de cette équipe sénégalaise. Quels ont été justement les éléments de la réussite du Sénégal? Écoutez, avant de parler des secrets, messieurs, je vais faire un petit devoir de mémoire avec vous sur le révélateur. Messieurs, vous vous souvenez très certainement de cette équipe du Sénégal de 2002, Oui. avec comme capitaine Aliou Cissé, El Hadji Diouf, Omar Daf, en tout cas une pléiade de joueurs que vous découvrez à l'écran. Une belle génération qui a fait une finale de CAN en 2002 au Mali, malheureusement perdu face au Cameroun au tir au but. Et puis un quart de finale en 2004 en Tunisie face au pays organisateur. Et puis ensuite, en 2006, une demi-finale en Égypte perdue face encore au pays organisateur. Une belle génération, mais qui malheureusement n'a pas réussi à accrocher un trophée à son palmarès. 2002, 2019, il a fallu attendre, messieurs, 17 ans pour revoir une équipe du Sénégal en finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. Cette fois, face à l'Algérie, malheureusement, eh bien, le destin cruel a donné la victoire à l'Algérie. Et un homme, Aliou Cissé, que vous voyez là, qui était capitaine à l'époque, qui est passé sélectionneur depuis 2015, eh bien, s'est assis, a réfléchi à ce qui avait causé, on va dire, la déconstruction du parcours de cette équipe sénégalaise-là. Et il a compris finalement que la gestion des hommes, la gestion des efforts, la fraîcheur physique, c'est l'élément clé qui avait fait toute la différence. On va le voir dans le parcours du Sénégal en 2019. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Messieurs, nous sommes en 2019. Le Sénégal est dans la poule B avec l'Algérie, le Kenya et la Tanzanie. Phase de poule, regardez les scores. Messieurs, premier match du Sénégal face à la Tanzanie, 2-0. Deuxième match face au Kenya, 3-0. Montée en puissance, 5 buts inscrits en 2 matchs. Et puis il y a cette dernière journée de la phase de poule face à l'Algérie, défaite 1-0 contre les Fennecs. Là, il y a un premier indicateur. Mais les Sénégalais ne se rendent pas compte. Ils sont qualifiés pour le second tour. Et c'est là qu'on va comprendre maintenant la déconstruction du parcours sénégalais. 8e de finale, face à l'Ouganda, 1-0. Quart de finale, Bénin, même score, 1-0. On voit que la difficulté commence. Parce que quand vous regardez sur ces deux matchs, les 8e et les quarts de finale, le Sénégal a énormément souffert sur ces matchs-là parce qu'ayant laissé beaucoup trop d'énergie sur les phases de groupe simplement. Et puis arrive cette demi-finale qui va tout déclencher. 0-0 à l'issue des 90 minutes de jeu. Les Sénégalais sont poussés dans leur retranchement par une équipe accrocheuse de la Tunisie. Il faut les prolongations à la 102e minute pour voir un but contre son camp de Dylan Brown, le défenseur tunisien, pour permettre au Sénégal de se hisser en finale. Ça a été dur, ça a été laborieux, mais on voit à chaque fois, au niveau des scores, messieurs, regardez, on est passé de 3-0, 2-0, 1-0, 1-0, puis 1-0, avant de perdre la finale face à l'Algérie. Donc là avait commencé, n'est-ce pas, cette déconstruction-là. Mais on va le voir dans les statistiques qui sont beaucoup plus parlantes. Les statistiques de 2019. Regardez, messieurs, au niveau des indices de performance. Contre la Tanzanie, vous avez 24 tirs. Contre l'Algérie, vous avez 12. Contre le Kenya, vous avez 16. Et au niveau des passes, c'est le même constat. Vous avez 432 passes, 424 et vous 419. Au fur et à mesure, on descend, on dégringole. Au niveau de la possession, c'est pareil, on passe de 64% de possession à 55, puis à 52. Et ça continue jusqu'en finale. Là, les Sénégalais commençaient à accuser la fatigue. La fraîcheur physique commençait à se faire sentir parce que le Sénégal avait commencé tambour battant cette compétition-là pour finalement dégringoler. Comme Robin bien le dit, ils ont périclité tout au long de la compétition jusqu'en finale. Et c'est cette leçon qu'Aliou Cissé a retenue. Comment gérer les hommes, comment gérer les efforts. Et il a bien compris le technicien sénégalais. Vous allez voir le parcours des Sénégalais en 2021, sur cette édition-là. Le Sénégal est dans la poule B, avec la Guinée, le Malawi et le Zimbabwe. Premier match du Sénégal face au Zimbabwe, on en parlait tout à l'heure. 1-0, 93e minute, un pénalty de Sadio Mané. Et puis le deuxième match, un 3-0 face à la Guinée et un autre 0-0 inquiétant face au Malawi. On s'est dit, sur ce plateau, on avait peur pour le Sénégal. On se disait, écoutez, cette équipe-là, qui a été vice-championne de 2019, ne peut pas accéder plus loin si elle continue à produire ce jeu-là. Mais c'est une situation voulue, messieurs, par Aliou Cissé, qui a demandé à ses joueurs d'économiser au maximum leur énergie
pour arriver en forme au moment des matchs coupérés. Regardez les huitièmes de finale. Premier huitième de finale, Sénégal, Cap-Vert, 2-0. Pour la première fois dans ce tournoi, le Sénégal marque plus d'un but. Quart de finale, Guinée équatoriale, 3-1. On monte en puissance. L'équipe de Aliou Cissé est en train de monter en régime. On le voit au niveau des buts inscrits, mais surtout au niveau du dynamisme. Elle marque un premier but à la 25e minute. Elle se fait rejoindre au retour des vestiaires, mais au niveau de la 60 et la 66e minute, elle fait la différence. C'est à l'heure de jeu que les Sénégalais trouvent les ressources nécessaires pour faire mal à leurs adversaires. Même système lors des demi-finales face au Burkina Faso. Le Sénégal punit les Burkinabés 3-1. La montée en puissance, la montée en régime, elle est là, elle est bien présente. On va le voir dans les statistiques également en 2021. Vous le voyez, au niveau des indices de performance, eh bien, on a évolué, que ce soit au niveau des tirs cadrés, des passes et de la possession. On est en nette progression au fur et à mesure qu'on avance dans la compétition jusqu'à ce match. Cette finale est face à l'Égypte. C'est vrai, le Sénégal n'a pas marqué de but, mais dans la domination, dans les actions, on va dire concrètes de but, c'est le Sénégal qui a été dominateur. C'est le Sénégal qui s'est procuré les meilleures situations de jeu parce que tout simplement, elle est arrivée à cette finale-là avec le plus de fraîcheur physique qui a fait toute la différence. Messieurs, voilà le secret de la réussite sénégalaise, la fraîcheur physique. Pour moi, a fait toute la différence sur ce match. Ça, c'est vraiment à saluer. Merci à Kader Guilavouri pour cette analyse. Justement, oui. Est-ce que c'est la même équipe du Sénégal de 2002 qui était arrivée en quart de finale de la Coupe du Monde, c'est ça? Oui. Voilà. Et il faut le dire, hein, cette gestion des hommes, il fallait l'apprendre et Aliou Cissé a bien appris de ses erreurs. Absolument, mais c'est ça qui fait les grands entraîneurs. Généralement, les entraîneurs que moi j'ai connus n'avaient pas de système tactique, n'avaient pas de disposition tactique. En fait, sur le papier, ça existait, on mettait les noms. Mais les gens travaillaient mentalement. Et apparemment, à défaut d'avoir un système, une disposition tactique ou un système de jeu bien huilé, Aliou Cissé a dû mettre tout le poids psychologique en jeu. En parlant régulièrement à ces garçons, on a eu des échos, grâce à des confrères qui sont sur place là-bas au Cameroun et même à Dakar. Il échangeait régulièrement avec eux pour savoir leur état de forme physique, leur fraîcheur physique et puis leur disponibilité. C'est ça, un joueur qui ne peut pas... Parce que vous savez qu'un joueur, je le dis toujours, même quand il n'est pas en forme, il a envie de jouer. Et ça, comme lui-même il a été entraîneur, joueur et capitaine, il discute avec ses joueurs. Il leur demande, ce n'est pas parce que vous avez envie de jouer que vous devez dire oui. Il faut jouer parce que c'est le drapeau national, c'est la patrie. On ne joue pas avec. Est-ce que vous êtes prêt à mouiller le maillot comme il faut? C'est comme ça que 2 ou 3 joueurs, après avoir dit oui, ont dû se rebiffer pour dire c'est bon coach, je ne suis pas totalement prêt. Il faut mieux faire jouer les autres. Voilà. Alors, je vais revenir à Kader avant de vous poser cette question, Roméo Koulibaly. Quand même, Kader, est-ce que là, sur ce coup, Aliou Cissé ne prenait pas de gros risques? Parce qu'on a vu le Sénégal quand même en difficulté lors de cette première. Sur la phase de groupe, on a vu c'est un petit Sénégal parce qu'on le disait, jouer à l'économie. Sur le match face au Malawi, c'est passé très peu d'un penalty, je crois, pour les Malawites, mais l'arbitre a décidé de fermer les yeux. L'arbitre camerounais, Blaise Ngouem, si mes souvenirs sont bons. Eh bien, c'est vrai que le Sénégal a pris d'énormes risques, mais comme vous êtes entraîneur, eh bien, les risques font partie, n'est-ce pas, du métier d'entraîneur. Et Aliou Cissé a tout simplement décidé de jouer à l'économie pour se libérer finalement lors des matchs coupérés. Ça a bien marché. Ils ont eu 5 points pour se qualifier pour finir en tête de leur poule. Mais il ne faut pas oublier qu'ils ont eu le retour de Kalidou Koulibaly, du gardien Edouard Mendy et de Ismaïla Assar qui ont fait un grand bien à cette équipe sénégalaise. C'était un risque à prendre. Ça a marché cette fois pour le Sénégal. Bravo à lui, tout simplement. On dira que tout simplement les choix d'Aliou Cissé ont été payants, mais en tout cas dans la gestion des hommes, dans la gestion des efforts et des économies, ça a été payant. Oui, il a dû gérer les hommes au moment où il n'avait pas tout son effectif au complet. À cause du Covid, bien sûr. À cause du Covid, bien entendu. Il a fait des choix tactiques assez intéressants qui tournaient d'ailleurs autour de Sadio Mané, qui, lui, a vraiment porté à un moment cette équipe-là. C'est le dépositaire du jeu sénégalais, qu'il soit excentré sur le flanc, je vais dire droit de l'attaque sénégalaise ou dans le cœur du jeu en 9,5 ou en 10 carrément en tant que meneur de jeu. Il a su à chaque fois tirer son épingle du jeu. Il prenait sur lui vraiment toutes les offensives de cette équipe sénégalaise. On l'a vu sur la plupart des actions dangereuses. C'est lui qui sait dézonner, récupérer le ballon au milieu de terrain pour lancer
Famara Diédhiou sur ce superbe appel, même si c'est l'appel qui déclenche la passe, mais il faut avoir l'intelligence et la sagesse technique pour pouvoir disposer ce ballon-là. Sadio Mané, je veux dire, nommé et élu homme de cette compétition. Je pense que c'est justifier tout le talent qu'on sait de lui. Mais rapidement, je voudrais ajouter à sa suite que le secret du Sénégal, je vois également deux choses. Ouais. La formation, parce qu'on voit beaucoup de jeunes, Génération Foot, Djamba, des clubs qui ont signé des partenariats avec Metz, avec Nice, avec Lorient, avec la Belgique. Ce sont ces jeunes garçons-là aujourd'hui qui portent cette sélection sénégalaise. Ben on va en citer quelques-uns quand même. Je vais dire Nampalis Mendy, qui est à Leicester. Je vais parler également de Pape Gueye, qui est à Marseille. Je vais également parler de Bamba Dieng, qui est également à Marseille. Ils sont nombreux. Et surtout, je vais dire la plus-value avec les binationaux, que sont Bouna Sarr et Abdou Diallo, qui ont prouvé sur le terrain qu'ils avaient leur place dans cette équipe sénégalaise. Abdou Diallo n'avait pratiquement aucun match dans les jambes avec cette sélection-là, mais il a assuré. En l'absence de Kalidou Koulibaly, il a su faire le ménage derrière. Quand Kalidou est arrivé, on a vu la complémentarité. Et que dire de Bouna Sarr sur son flanc droit, qui était à la fois offensif et défensif. On a retrouvé ce Bouna Sarr-là que le Bayern Munich cherche et n'arrive toujours pas à retrouver. C'est dire que c'est cet alliage-là entre la formation, l'arrivée de ces pépites-là à maturité et la venue des binationaux, c'est ce mix qui a fait que cette équipe sénégalaise aujourd'hui est un véritable groupe. Et surtout sur l'état d'esprit de Bouna Sarr, c'est un joueur qui aurait pu refuser de jouer droit, mais qui a accepté volontairement d'occuper ce poste-là. Et il a bien fait, puisqu'il a apporté, on va dire, sa vitesse, sa percussion. Ça ne l'empêchait pas de monter, d'apporter le surnom sur le plan offensif. Non, je voulais saluer son état d'esprit qui est venu, qui a répondu à l'appel de son pays et qui, finalement, a eu raison, puisqu'il y a une couronne au bout. Ben, une couronne au bout, une performance du Sénégal qu'il faudra écrire désormais donc en lettres majuscules. Et dans cette performance, il ne faut pas oublier quand même l'apport de Gana Gueye, Idrissa. Oui, même s'il a tâtonné à l'image de toute l'équipe en début de compétition, il est monté crescendo et on l'a vu élever son niveau de jeu sur les 3 derniers matchs. Tous les 3 autres derniers matchs, eh bien... Et il respectait la consigne de l'entraîneur. Ben voilà. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Oui, mais je veux dire, sur les premiers matchs de phase de poule, il n'a pas été tranchant, à mon avis. Alors qu'on l'attendait. Il n'a pas joué le premier match, il est rentré en deuxième match, troisième match, on ne l'a pas senti. Sur les 8e de finale, on ne l'a pas senti également. C'est à partir des quarts de finale qu'on a senti sa présence, parce qu'il était dans le milieu de terrain. Ce n'est pas le Gana Gueye qu'on a connu à Paris Saint-Germain. Le Gana Gueye qu'on a connu à Paris Saint-Germain, c'est quelqu'un qui prend des responsabilités, qui prend des risques, qui va au-delà de la ligne médiane et qui shoot au but et qui marque. Voilà, est-ce que le jeu lui offrait l'occasion de le faire? Parce que nous sommes en Coupe d'Afrique. Il y a la réalité de la Coupe d'Afrique. Après, il joue dans un collectif. Ouais. Si tout le monde ne répond pas au moment où lui a le ballon, par exemple, eh bien, ça devient compliqué. Et pourtant, il a bien fait en 2019. Je crois qu'en 2019, il a fait une bien meilleure CAN qu'en 2021. Exactement. Il était présent dans la bataille, dans la récupération, dans le jeu de box-to-box, tout simplement. Il a même marqué des buts. Donc, c'est un joueur, comme Emile a dit, qui est capable de tout faire dans un milieu de terrain. Mais je voulais saluer la performance d'Aliou Cissé parce que cet entraîneur est arrivé en 2015. Il est sorti au premier tour de la CAN. Et le président de la fédération, qui est Augustin Senghor, l'a maintenu, malgré toutes les critiques qui se sont abattues sur lui. Et aujourd'hui, on va dire la palme à la stabilité, mais lui a permis de remporter ce trophée-là. Il faut qu'on arrête aussi de brûler les entraîneurs trop tôt. Ouais. Lui, il a eu besoin de 5-6 ans pour asseoir une équipe. 7 ans, carrément. 7 ans. Pour asseoir une équipe, pour faire d'elle la meilleure d'Afrique et aujourd'hui, qui est championne d'Afrique. Donc, quelquefois, il faut permettre aux entraîneurs de connaître l'environnement, de maîtriser l'environnement, de connaître le groupe, de bâtir une stratégie, et puis les résultats viendront. Et il a dit, enfin, on aura également une étoile brodée sur notre maillot. C'est assez important et c'est assez évocateur. C'est une sorte de rédemption pour lui? C'est un homme de devoir, parce qu'il porte encore sur lui, forcément, cette finale perdue de 2002 et la frustration de 2019. Il avait à cœur de laver cet affront-là, mais effectivement, c'est un gage de stabilité. On a vu Joachim Löw avec l'Allemagne, qui a fait plus d'une dizaine d'années, mais à la clé, la Coupe du Monde. Il faut savoir donner le temps au temps, parce que les objectifs sont en fonction des moyens que vous administrez à votre équipe nationale. C'est vrai que nous sommes, comparaison n'est pas raison, toujours en train de chercher l'objectif, de vouloir gagner, mais on ne construit pas des victoires, je vais dire, en improvisant. Non, il faut qu'on arrête cela, c'est des projets.
Et malheureusement, très souvent, les projets sont mis de côté pour se focaliser sur l'objectif. Et là, bon, 2023 s'annonce, ce sera difficile, mais bon, on fera avec. Il y a un fait que surtout Aimé Tchétché va peut-être beaucoup apprécier, c'est que la force du Sénégal, c'est aussi la présence des anciens autour de la sélection. Absolument, absolument. Et ça, vous faites bien de le dire. Quand on regarde le vestiaire, le bas de touche des Sénégalais, on a tous ces anciens, de la génération 2002. Ils sont tous là. Ils ont gravité autour. Une très belle image. Ouais. Le plus célèbre d'entre eux, le buteur fantastique, Alagi Diouf, est conseiller à la présidence. Ils sont tous là autour de l'équipe. Voilà. Et ça, c'est très important. C'est très important quand l'équipe a un très bel environnement, quand l'équipe a des gens sur qui compter pour après les séances d'entraînement, qui viennent vous donner des conseils, avec qui vous échangez, eh bien, vous n'avez que la voie ouverte pour y aller. Et sur le sélectionneur, justement... Aliou Cissé, je voulais dire rapidement, il y a un mot qui me vient à l'esprit, c'est la patience. Les Sénégalais ont été patients. Ils ont été énormément patients avec lui. D'abord comme joueur, Kader le soulignait, en 2002. En 2019, il rate la coupe. Et en 2021, il la remporte. Voilà comment on doit... Ils ont été patients, mais on peut parler un peu plus de confiance aussi. Parce que c'est ça, il y a la patience. C'est surtout ça. Hein. Si vous n'avez pas confiance à quelqu'un, vous n'êtes pas patient avec lui. Ben ouais, c'est clair. Absolument. Les deux vont de pair. Voilà. Et donc, c'est ça. Quand il faut que l'entraîneur maîtrise son environnement, il compose avec beaucoup d'éléments. Les joueurs, l'équipe nationale, ce n'est pas un club. C'est une sélection. Ça prend du temps. Ouais. Mais il faut savoir se fixer des objectifs. Ouais. C'est très, très important. Très important. Aliou Cissé, donc c'est à lui également que tout le Sénégal devra rendre hommage pour sa patience, également sa lecture du jeu, parce qu'il a pris le temps d'étudier cette compétition. Parce que justement, pour avoir une étoile à la CAN, il faut bien étudier l'environnement. L'avantage pour lui, c'est qu'il a été joueur. Donc il sait que la CAN est essentiellement physique. C'est surtout des duels. C'est surtout de dire qu'il faut gagner. Et lui, en tant que milieu défensif et défenseur, parce qu'il a évolué à ces deux postes-là, ben, il en était conscient. C'est pour ça que quand il prend cette équipe-là, d'abord en 2012, il a su un coup intérim. Après, il est remercié parce qu'il doit passer ses diplômes avant de revenir en 2015. Ça veut dire qu'il a pris tout le temps, et bien lui-même de s'aguerrir en tant que technicien, mais surtout d'apporter cette expérience à ses joueurs, de transmettre. C'est vrai qu'il n'a pas été ménagé par ses propres coéquipiers de l'époque, qui l'ont très souvent tensé, qui l'ont critiqué, mais il a pris sur lui de prendre ces critiques-là, de les transformer en valeur ajoutée, et puis ça donne le résultat qu'on a. On a une très belle équipe du Sénégal qui a finalement été récompensée. On n'est pas surpris de voir ce qui se passe au Sénégal, parce que justement, Roméo, vous l'avez dit, la formation est quelque chose d'essentiel. Est-ce qu'on peut s'hasarder à dire que l'avenir du foot africain se joue finalement au Sénégal maintenant? Se joue au Sénégal, mais se joue surtout sur la formation. Quand on regarde la qualité aujourd'hui de l'effectif malien, c'est essentiellement la formation. Quand on regarde cette équipe burkinabé, c'est effectivement la formation. On regarde encore cette équipe de l'Égypte qui est arrivée jusqu'en finale. Vous avez pratiquement, je vais dire quoi, 90% des joueurs qui évoluent soit aux Zamalek, soit au National Al-Ali, à Pyramide ou à Futur FC. Il faut d'abord compter sur soi avant de regarder vers l'extérieur. Et puis, ça prouve que nous avons de la qualité. Ici en Afrique, Belmadi, coach local qui remporte, bon, j'aime pas trop ce thème local, mais coach algérien qui remporte la CAN en 2019 avec l'Algérie. Aujourd'hui, c'est Aliou Cissé. N'oublions pas Kamou Malo qui termine 4e. 16 coachs nationaux sur 24. C'est un ratio assez important. Et vous avez deux... Qui ont eu d'ailleurs un beau parcours. Oui, et vous en avez deux qui terminent dans le dernier carré. Quand on commençait le 8e de finale, ils étaient 9 sur 16. Engagés. Donc, on voudrait dire qu'il faut faire confiance au plan national, il faut faire confiance avec la sélection. Quand on voit cette équipe de Côte d'Ivoire qui remporte la CAN en 2015, ben, il y a beaucoup de joueurs qui viennent de l'Académie Mimo Sifcom. Quand on regarde cette belle génération dorée qui fait 2 finales malheureusement, mais qui n'en remporte pas celle de 2006 et de 2012. Quand on regarde cette CAN, c'était les Aruna Dendane, c'était les Okora Didier Maestro, c'était les Hendrik Kofi Romaric, les Boubacar Kopa. Je vais dire que c'est la formation. Et quand vous tournez le dos à cette formation, ça devient compliqué. On a beaucoup de joueurs binationaux, mais qui n'ont pas
je vais dire, vécu ensemble. La preuve, c'est le Ghana. C'est le Ghana. On l'a vu, hein, comment le Ghana est sorti de cette compétition-là, parce qu'à un moment donné, sa formation a pris un coup. Elle n'est plus présente, comme je l'ai dit, aux compétitions de jeunes, au Mondial et en Coupe d'Afrique. Forcément, ça se ressent sur l'équipe senior, parce que ce qui a fait la force du Ghana, c'est sa politique de formation. Et depuis un certain moment, bien, elle a baissé pied et ça se ressent tout de suite sur les résultats. Ben ouais, il faut repartir donc aux fondamentaux, il faut continuer de former. Et il faut, on dira pour les anciens, j'en parle parce que vous en êtes un, donc c'est une belle illustration sur ce plateau. Il faut justement plus d'engagement des anciens dans ce qui concerne la politique du football. Absolument. Sous nos topiques. Absolument. Il faut que les anciens que nous sommes, nous mettions un peu plus vers la formation, en aidant, même si on n'a pas les moyens, en apportant son expérience à un centre de formation. Mais chez nous, on dit que c'est quand on t'appelle que tu arrives très vite. Hein. Ouais. Il y a plein de centres de formation, tu aurais pu bénéficier de l'expérience des anciens footballeurs qui sont là, qui ne font rien du tout. Mais il suffit de les appeler. Il faut engager la causerie. Parce que souvent, on se dit, il va me demander peut-être quelque chose d'énorme. Hein. Alors qu'il suffit tellement, quelquefois, de rien du tout pour que l'ancien apporte son expérience. Et je le dis, Samuel, pour terminer, je dis, l'avenir appartient à la formation. Ouais. Les pays qui mettront l'accent sur la formation seront toujours devant. Je l'ai dit. Quand la SEC Mimosa, avec son académie, a mis ses garçons sur le marché, on les a utilisés, entre guillemets, de 2002 jusqu'en 2015. Jusqu'en 2015. C'est là que la majorité de cette génération s'est arrêtée un peu. Et donc, mais ça, c'est l'affaire des clubs. C'est l'affaire des clubs. Ces garçons-là, ils ont été formés par l'ASEC Mimosa. Il faut qu'on le sache. Et donc, ils sont allés chercher les moyens pour former leurs garçons. C'est ça. Ils font aujourd'hui la fierté du pays, qui ont fait la satisfaction de toute une nation. Ouais. Donc les clubs, vous demandez un peu plus d'engagement des clubs pour la formation, mais aussi au plan national, on pourrait impulser cette dynamique. C'est une politique. Voilà, c'est une politique qui doit se mettre en place. D'accord. La formation vient surtout des clubs. C'est clair. Alors la réalité de la compétition, pour parler donc de la Coupe d'Afrique des Nations, et puis pour parler aussi donc d'un match de football, c'est qu'il y ait un vainqueur et un vaincu pour cette édition aussi. Malheureusement, c'est donc l'Égypte de Mohamed Salah qui a perdu la finale. La star de Liverpool, adulée au pays, rêvait d'offrir la 8e étoile à sa sélection. Après donc la mésaventure de 2017, Mohamed Salah n'y arrive pas encore en 2021. Élément proposé par Esso Jean Silver. 5 février 2017, au stade de Libreville, le Cameroun bat l'Égypte en finale 2-1 et prive Mohamed Salah du premier titre avec son pays. 2 ans plus tard, à domicile, le génie égyptien a la possibilité de se racheter en marquant un peu plus l'histoire des pharaons, mais il est désillusionné en 8e de finale par l'Afrique du Sud avec ce but concédé en fin de rencontre. En arrivant au Cameroun pour leur 25e CAN, les Pharaons ne figurent pas parmi les favoris, mais ils parviennent, grâce à leur star Mohamed Salah, à rejoindre le second tour en dépit de la défaite contre le Nigeria 1-0. Au second tour, l'Égypte confirme son rang de nation la plus titrée en éliminant la Côte d'Ivoire en 8e de finale avec ce pénalty transformé par Salah lors des tirs au but. En quart de finale, le joueur de Liverpool est buteur et passeur lors du triomphe contre le Maroc 2-1. Le 3 février, c'est dans l'exercice des tirs au but que les Pharaons se montreront héroïques pour éliminer le pays hôte, le Cameroun. Le 6 février, les Pharaons réussissent à accrocher en finale les Lions du Sénégal pendant 120 minutes. Ils seront maladroits lors des séances des tirs au but. Encore un échec pour Salah et ses coéquipiers qui ont perdu 2 finales en 5 ans. L'Égypte devra encore patienter avant de savourer peut-être son 8e sacre avec celui qui a tout gagné avec son club Liverpool. Et voilà donc les supporters sénégalais, les Gaindé, donc nous ont rejoints. Bonsoir à vous et bravo, on peut faire un peu, on peut se manifester. Ben oui.
Merci. On dira Nagadef, hein, c'est ça? Sénégal Rec, c'est ce qu'on a entendu depuis hier, c'est la joie. On parlera avec vous tout à l'heure, Président. Le Président donc des supporters. Merci également à Coach Barma qui a réussi à déplacer tout ce beau monde. Nous sommes justement donc au bilan de la Coupe d'Afrique des Nations, 33e édition, une édition qui va marquer les esprits, mais surtout les esprits du peuple sénégalais. Je rappelle que le commando donc conduit par Aliou Cissé est en train justement donc de faire sa parade au niveau de Dakar et c'est toutes les villes du Sénégal naturellement qui sont dans la joie. Alors messieurs, pour reparler de cette équipe égyptienne, encore un échec pour Mohamed Salah, on peut le dire. Oui, on va dire que le pharaon du Nil n'a pas réussi à accrocher son étoile sur le maillot. C'est un échec collectif. On va dire que cette équipe d'Égypte avait une très belle assise défensive, mais malheureusement, offensivement, ça a péché. Une hirondelle à elle seule ne saurait faire le printemps. Malheureusement, les autres oiseaux n'ont pas su voler aussi haut que Mohamed Salah, surtout en attaque. Et ça a occasionné cette défaite-là. Solidement assis derrière, mais on va dire brouillonne en attaque. On a parlé de cette solidité défensive. L'Égypte a vraiment surpris l'Afrique hein, avec cette, on dirait cette tactique. Absolument. Finaliste malheureux, mais quel parcours. Il ne faut pas oublier qu'en dehors du Sénégal et de la Guinée-Bissau qu'elle a croisé durant cette compétition-là, tous les autres adversaires de l'Égypte ont remporté la Coupe d'Afrique. Le Soudan, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Maroc. Eh bien, l'Égypte n'a croisé que des anciens vainqueurs en dehors du Sénégal qui maintenant est détentrice du trophée. Ouais. Mais attention à cette équipe de l'Égypte, je l'ai dit, c'est vrai qu'elle est arrivée à cette CAN-là sans forcément avoir les mêmes valeurs qui l'ont guidée vers le trophée en 2006, en 2008 et en 2010. Mais cette équipe-là a su se réinventer, a su se donner une carapace, c'est-à-dire faire déjouer ses adversaires, les conduire jusqu'au tir au but, sauf qu'au football, les matchs se suivent, mais ils ne se ressemblent pas. Ouais. C'est passé face à la Côte d'Ivoire, face au Maroc, face au Cameroun, face au Sénégal, eh bien, elle s'est fait battre à son propre jeu, parce qu'elle est tombée également sur un grand gardien qui est Edouard Mendy. Non, c'est une équipe de l'Égypte qui a joué avec ses armes, tout simplement, qui a peut-être trop compté sur Mohamed Salah également, parce qu'il a manqué également à côté de lui des joueurs qui sont capables de se mettre à son niveau, de prendre le relais quand Salah est fermé. Il a manqué ce joueur-là. Trezeguet a essayé, mais trop seul, trop insuffisant pour permettre à cette équipe-là de franchir un palier. C'est dommage pour une équipe qui perd 2 finales en l'espace de 3 éditions, mais on connaît la force des Égyptiens. Ils sont capables de se réinventer, de revenir encore plus fort. Mohamed Salah l'a dit, hein, avant de croiser la Côte d'Ivoire, il est entouré de jeunes joueurs qui découvrent pour la plupart la compétition. C'était un message adressé non seulement aux éléphants de Côte d'Ivoire, pour leur dire c'est vous qui avez la pression, nous sommes des outsiders, mais en même temps à ses coéquipiers, pour leur dire messieurs que vous vous réveillez. On a vu à la Côte d'Ivoire une équipe de l'Égypte réveillée, on a vu face au Maroc une équipe qui est capable de se révolter. Malheureusement, la finale, ça n'a pas marché. Bravo tout de même à cette équipe d'Égypte, mais qui nous a fait rêver avec un gardien colosse. Ben ouais, un gardien colosse. Le secteur offensif conduit par Mohamed Salah, donc lui n'a pas très bien fonctionné. Hein. On va dire qu'il y avait une certaine Salah-dépendance hein, au niveau de l'Égypte. Plus qu'une certaine Salah-dépendance, parce que vous preniez Moustapha Mohamed ou encore Marmouche, ils n'ont pas su épauler Salah. Ensuite, il y avait les entrées de Trezeguet et de Zizou qui apportaient quand même un peu d'allant offensif à cette équipe égyptienne, mais devant, ça cadrait très peu. Il fallait à chaque fois des attaques amenées par Mohamed Salah. Souvent, sur cette finale surtout, hein, ses passes ont été à contre-temps. Il a manqué beaucoup de justesse technique parce qu'il ne comprenait pas toujours les appels de ses coéquipiers. Mais je pense que ce sont des automatismes qui vont venir au fur et à mesure. Salah, il m'a impressionné surtout dans sa capacité à mobiliser au moins 2 à 3 défenseurs dans leur camp. Et il est, je vais dire, insolent d'efficacité lorsqu'il est dos au but. Lorsque le ballon vient vers Mohamed Salah, je vous dis que c'est véritablement pénible pour un défenseur de le contrôler. Il ne joue pratiquement jamais le ballon de la tête, toujours de la poitrine ou du pied. Il est excellent, il est bon, mais malheureusement, pour lui, il était trop seul en attaque. On a vu hein, face au Maroc, c'est lui qui amène l'estocade. On voit ce lécher de ballon d'extérieur du pied gauche
pour le deuxième but. Et ensuite, face au Sénégal, il a été assez bien muselé par Abdou Diallo et Kalidou Koulibaly. Et bien, quand vous avez votre meilleur fusil qui est esselé comme ça, c'est aux autres de prendre l'initiative, mais les autres ne regardaient que Mohamed Salah, tandis que Mohamed Salah les regardait. Et bien, ça a donné ça. Ça a donné ça et ça a donné un Sénégal un peu plus fort. D'ailleurs, avec vous, nous allons voir, hein, donc en illustration, plusieurs phases de jeu qui montrent justement cette force défensive de l'Égypte. Mais surtout, on pourra dire que la défense repose aussi énormément sur les gardiens. Oui, justement. Et à partir de ce moment, on a donc un duel de gardiens dans ce match. Dans cette finale. On va commencer par le Sénégalais. Le Sénégalais... Edouard Mendy. Edouard Mendy. Le Sénégalais Edouard Mendy, qui a été élu à juste titre meilleur gardien de la compétition. Regardez la déferlante qu'il y a eu sur lui dans ce match. Plusieurs tirs qu'il a réussi à écarter. Le danger qu'il a eu à écarter. On va avancer pour avoir... donc, il a eu affaire à Mohamed Salah, encore des arrêts réflexes. 3 arrêts réflexes de Mohamed Salah sur les shoots de Mohamed Salah et encore Marwan Hamdi. Donc, ce sont ces gens-là qui l'ont mis à contribution. Au suivant, on va regarder. Voilà. Ce sont ces arrêts réflexes que nous allons voir maintenant en illustration. Là, en plein centre, il est masqué, le gardien sénégalais. Parce qu'il y a plusieurs joueurs là. Mais Mendy réussit à sauver sa cage. Il a 5 défenseurs devant lui, plus 3 joueurs égyptiens. Et là, dans la foulée, il y a une balle qui vient. Ça paraît simple, mais cette action, on en a parlé, ce n'est pas évident du tout. Oui, ce n'est pas évident du tout. Donc, on revoit encore une dernière fois. Et puis, voilà, c'est le tir qui va partir. Mais il est sur ses appuis. Et là, il réussit à dégager, à sortir. On dira que sur cette action, c'est plus sa lecture du jeu qui est mise en avant. La science du placement du gardien aussi, qui est attentif. Regardez, à aucun moment, son regard ne quitte le ballon des yeux. Et puis, il y a ce réflexe-là. Ouais. Le ballon arrive très vite et tout de suite, il doit prendre une décision. Là, c'est tout le talent avec les doigts de Mendy. Ouais. On poursuit. Voilà, on va poursuivre. Et donc, on a déjà revu ça. Voici une autre occasion encore. Mohamed Salah est sur la gauche. Mais Mohamed Salah, il a un regard un peu sur son côté gauche, mais surtout dans l'angle de Edouard Mendy. Regardez, il fait semblant de faire la passe, une passe aveugle, mais il allume quand même Edouard Mendy qui a le réflexe d'aller chercher ce ballon dans l'angle. Il aura tout essayé. Hein, voilà, regardez, on pense qu'il va mettre ce ballon en retrait et l'attaque, il envoie dans l'angle. Heureusement, le Sénégalais se détend comme le félin qu'il est. Voilà. Donc, il n'a pas été épargné. Hein. Il n'a pas été épargné, le gardien sénégalais. Nous allons voir une autre action. Voilà, je crois que c'est toujours la même action. Et là encore, ça c'est face au Burkinabé, face au Burkina Faso. Là, il est sur ses appuis au premier poteau. Il est sur ses appuis au premier poteau. Et donc, il réussit tranquillement non sans beaucoup d'efforts, à sortir le ballon. Parce que ce n'est pas évident. Le joueur burkinabé vise l'angle ici. Et donc, il se met bien sur ses appuis. C'est pour ça qu'on le met en lumière, pour vous montrer qu'il est prêt à recevoir le ballon. Voilà. Et ce sont autant d'actions qui lui ont valu, donc on dira, ce titre. Le titre de meilleur gardien de la compétition. Meilleur gardien de la compétition. Il faut peut-être aller beaucoup plus loin, parce qu'il a fait quand même des merveilles, même s'il a encaissé 1 ou 2 buts, mais il a été très, très efficace au niveau de sa ligne de but. Voilà. On peut passer à une autre vidéo. Voilà, on a déjà vu ça, ce sont ses appuis. On peut... voilà. Et donc... au niveau de Gabaski, à présent, donc le gardien égyptien. Voilà, le gardien égyptien qui a été d'ailleurs élu homme du match de cette finale. Qui a été élu homme du match. Il a essuyé. Alors là, c'était la déferlante parce qu'il a essuyé les tirs de Sadio Mané, Ismaïla Assar, Diédou, Gueye, Diédou, Dieng, plusieurs fois Baba Dieng, le petit joueur de Marseille qui est l'espoir du football malien. Bientôt, vous le verrez. Sénégalais plutôt. Pardon, Vous voulez déjà l'offrir au Mali? Sénégalais, Bamba Dieng. Bamba Dieng, eh bien, le jeune Baba Dieng a fait fort dans ce match. Eh bien, il a fait souffrir le gardien Gabaski avec ses arrêts réflexes. On va regarder, si la réalisation le permet, encore des centres qu'il a essuyés. Oui. Les centres de joueurs sénégalais, les attaques sénégalaises qui ont été maîtrisées plus ou moins par le gardien Gabaski. Il a été décisif. Il a été très. Alors, voici Gabaski.
Voici Gabaski, on l'appelle la montagne. Il paraît que c'est ce que ça veut dire en arabe. Ouais. La montagne, il est infranchissable. On va le voir tout de suite. Regardez la bouteille d'eau. La fameuse bouteille d'eau. La fameuse bouteille d'eau, je vous la montre. Tout, Alors, Tchétché. c'est pour dire qu'une séance d'entraînement, une séance de penalty, de tir au but, ça se prépare. Lui et son staff d'entraîneur de gardien ont pris le temps à chaque match d'aller chercher les points faibles ou les positions de tir de ses adversaires. Ouais. Et ça lui a réussi. On peut dire que ça lui a réussi. Sur plusieurs rencontres. Malheureusement, il y a toujours une fin pour tout. Kader le disait, ça ne passe pas à tous les coups, Ben oui. mais il a été quand même très fort. On va voir ce penalty de Sadio Mané. Regardez sa concentration. À la 7e minute. Oui. À la 7e minute, regardez. Et là, paf, Sadio Mané aurait pu tuer le match tout de suite. Malheureusement, il a affaire à un Gabaski. Et sur cette action, d'ailleurs, Mohamed Salah avait déjà donné la position à Gabaski. Je trouve que ça a été là l'erreur de Sadio Mané. Il devait rester concentré sur son penalty. Oui. Il n'avait pas à se mêler de cette discussion-là. Il prenait le ballon tranquillement, il se concentrait sur le penalty. Je pense que ça, c'est la sortie de son Mais quand vous voyez la course de Sadio Mané, il donne un indice clair qu'il va shooter sur la droite, sur la droite du gardien, parce que regardez sa course. Là, quand il arrive au niveau du ballon, il n'a plus la possibilité d'ouvrir le pied. Il est obligé de shooter de l'intérieur du pied, en fermant le pied. Voilà, il a eu affaire à Gabaski qui a compliqué énormément. Parce que Sadio, justement, dans la discussion, avait lui confirmer que lui, il allait tirer sur la droite. Ben voilà. Sur la gauche du gardien, plutôt. Voilà. Et donc, finalement, le gardien est resté très serein pour suivre ce ballon. Ça a été un échec pour Sadio. Et là, on a pensé que psychologiquement, il allait faiblir, mais il est resté dans son match. Oui, il a plutôt galvanisé ses partenaires pour leur dire de continuer. Mais il s'agit plutôt ici De Gabaski. de Gabaski. D'accord. Donc, on va passer maintenant aux d'autres arrêts réflexes de Gabaski. Là encore, contre les Sénégalais auraient pu tuer le match, on l'a dit. Regardez cet arrêt. Personne ne s'attend à ce que Gabaski se jette là, dans les pieds du joueur sénégalais. Il réussit, toute sa défense est battue. Et là, il sort le grand jeu entre les pieds de l'attaquant. Et c'est Sadio Mané. Et c'est Sadio Mané, justement, pour sortir le ballon. Voilà, pour bien revoir devant les trois défenseurs égyptiens. Et là, Cette action qui allait faire but. une action encore qui aurait pu faire but. Et Gabaski, il voit que ses défenseurs sont en train de venir avec le joueur sénégalais. Donc, il reste sur sa ligne. Il ne bouge pas. Il attend. Un autre gardien serait sorti pour venir là. Et les trois joueurs allaient s'empaler pour qu'il y ait but. Il est resté là. Sylvain, notre gardien, Sylvain le fait souvent. Bobo Sylvain, il le fait souvent. Quand ses joueurs viennent avec le ballon, lui, il sort plutôt pour venir là. Or, lui, il reste là, Gabaski, il reste sur sa ligne de but. Ouais. Voilà, on va voir la fin. L'action va se poursuivre. Là, on va se poursuivre. Eh bien, il réussit à sortir ce ballon. Ouais, ouais. Il réussit à sortir ce ballon. Voilà, c'est cette balle en profondeur. C'est cette balle en profondeur. Baba Dieng, ouais. Voilà, il reste là. Baba Dieng qui frappe et Gabaski s'accapare du ballon. On va passer à autre chose. Voilà, voici encore un de ses arrêts réflexes contre le Maroc. Là, ça fait 5,50 m. La distance fait 5,50 m. Regardez la position du joueur. Il est pratiquement à 3 mètres ou à 4 mètres maximum. Mais quand il envoie son coup de tête, Gabaski est là. Appuyez pour voir si on peut... Voilà, l'arrêt réflexe de Gabaski. Il va s'en sortir avec une grande blessure qui a failli l'éloigner de cette finale. Ouais. Voilà, ça c'est contre le Maroc, en demi-finale. Voilà, regardez. Et là, il envoie la claquette sur la barre transversale. C'est un grand gardien. Et derrière ou devant un grand gardien, il y a une défense extraordinaire. D'accord. On va vous montrer le système défensif des Égyptiens. Des amis m'ont dit, les Égyptiens, là, ils sont venus pour défendre. Oui, ils défendent, mais en même temps qu'ils récupèrent le ballon, ils attaquent. Vous allez voir que quand ils vont récupérer le ballon, là maintenant, ils vont récupérer le ballon. Ça va aller jusqu'à dans leur défense. Hein. Ils vont récupérer le ballon. On a été un peu long sur cette image pour vous montrer la disposition des joueurs égyptiens qui font une défense regroupée. Là, il y a danger. Ils récupèrent le ballon. Ils vont décomposer tranquillement. Ils ne lancent pas n'importe comment le ballon. Ils vont se chercher, se faire des passes. 1, 2, 3. Et puis un long ballon pour Mohamed Salah
qui va amener tout de suite le danger dans le camp adverse. Ça veut dire que quand ils défendent, ils ne défendent pas n'importe comment, ils ne balancent pas le ballon n'importe comment. Ils récupèrent le ballon et ils attaquent. Parce qu'il faut assurer la contre-attaque. Parce qu'il faut assurer la contre-attaque. D'accord. Et voilà ce qui se passe exactement. Là encore, ils vont reprendre le ballon, partir doucement et se faire des petites passes. Là, alors qu'ils sont pressés par les Sénégalais, ils ont le temps de faire de petites passes et d'être plus offensifs. D'accord. Voilà, ça a été comme ça tout le temps. Il a été comme ça tout le temps. Et c'est une équipe qui défend en bloc. Regardez, ils vont être pris, mais ils sont déjà là, 3, 4, 5e derrière. Et là, maintenant, il y a le feu à la demeure. Ils vont sortir le ballon. Cette fois-ci, vous verrez bien, ils vont l'envoyer en catastrophe. Voilà. Ça a été toujours impressionnant hein, de voir ces Égyptiens. On se disait... Ils ont un regroupement défensif. Et ils ne se fatiguent pas. Incroyable. Carrément. Un regroupement défensif. Ils sont toujours en supériorité numérique en défense. Voilà un peu Samuel. On va revenir certainement... voilà. Ça, c'est encore une action défensive devant le gardien. Mais il y a un langage entre le gardien et le défenseur. Donc, le gardien, les deux se sont parlé et c'est le défenseur qui a récupéré le ballon. Et là, va s'en suivre une action de but aussi. Regardez, ça va venir tranquillement avant d'arriver au dernier joueur égyptien qui va allumer la mèche. C'est toujours Mohamed Salah. Il est entre 3-4 défenseurs sénégalais et réussit quand même à envoyer ce ballon. Merci beaucoup. Badi, bravo. C'était une très belle défense. Et ce n'est pas pour rien, ce garçon Gabaski dont on a parlé et sa défense. Gabaski surtout a été désigné homme du match. Homme de ce match, homme de la finale. C'est une grande finale et puis il a produit de gros arrêts. On va le dire, hein, ce jeu égyptien, Kader Guilavogui, il s'est transformé en fonction donc, des joueurs que l'Égypte avait à disposition. C'est une sorte d'intox, tout simplement. L'Égypte, c'est que collectivement, comme je dis, n'a pas cette emprise, n'a pas cette maîtrise collective qu'on peut l'avoir. Le Sénégal, le Cameroun, non. Elle est venue avec ses hommes, elle a fait avec les moyens de bois, mais elle montre à ses adversaires qu'elle est capable de piquer. On l'a vu avec la démonstration d'Aimé Tchétché, ses sorties de balles. C'était zone, on va dire en zone de construction. Elle élabore son jeu. Elle est capable de parcourir de nombreux kilomètres, mais parce qu'elle a surtout cette intelligence tactique-là, dans l'occupation du terrain, dans l'effort collectif, dans la qualité également individuelle. Mais pour revenir sur Gabaski, ce n'était pas évident pour un gardien de rentrer en cours de match. Parce que Chenaoui s'est blessé face à la Côte d'Ivoire. Lui, il rentre en cours de match, en cours de compétition, et il s'installe comme le numéro 1. On n'a même pas l'impression que l'Égypte a un gardien numéro 1 qui s'appelle Chenaoui. Mais vraiment? Que c'est Gamal, tout simplement, qui est le numéro 1 parce qu'il a fait les arrêts qu'il faut. Il a conduit cette équipe-là là où il fallait. Malheureusement, comme j'ai dit au tir au but, eh bien, c'est le plus adroit. Malheureusement, ce dernier perdu, c'est Sadio Mané. Il n'a pas réussi à s'imposer, mais quelle équipe d'Égypte. On a hâte de la voir en Côte d'Ivoire ici en 2020. Alors, sur le fait que Edouard Mendy ait récupéré donc, le ticket de meilleur gardien de la compétition, je pense que là-dessus, Roméo Koulibaly n'est pas trop d'accord. Hein? Oui, c'est vrai que Edouard Mendy est le gardien de l'équipe vainqueur de cette CAN. Ça pèse quand même dans la balance. Ça pèse dans la balance, mais quand on parle en termes d'homme décisif dans l'issue d'une partie, ben, je pense qu'il est très loin derrière Gabaski. C'est Gabaski qui élimine la Côte d'Ivoire, c'est Gabaski qui élimine le Maroc, c'est Gabaski qui élimine le Cameroun et c'est Gabaski qui fait douter le Sénégal. Il n'encaisse qu'un seul but sur environ 368 minutes de jeu et sur pénalty, le pénalty de Soufiane Boufal. Il est décisif, il fait au moins 7 à 8 arrêts par match. On a vu avec le tableau de M. Tchétché, mais le nombre d'arrêts réflexes et dans tous les cas de figure, que ce soit sur sa ligne, que ce soit avec une belle détente horizontale, que ce soit à bout portant. Pour moi, c'est celui-là, non seulement avec cet effet de surprise, parce que rentrer après le Chenaoui dans un match comme la Côte d'Ivoire, sortir ce ballon placé d'Ibrahim Sangaré, sortir le pénalty d'Eric Bailly, il est intelligent. Et il faudrait dire que cette défense égyptienne, c'est normal, hein, la dernière fois qu'elle a encaissé 2 buts, c'était lors d'une défaite 3-1 au Mondial face à la Russie, et ensuite une victoire en 2018, et ensuite une victoire en 2018 face à la Tunisie, 3-2. Oui. Sinon, à part ces 2 cas de figure, l'Égypte n'a pas encore encaissé plus d'un but
Et ça dure depuis 2018. Donc cette solidité défensive-là, on la doit également à la performance des clubs comme le Al Ahly et le Zamalek. Parce que ces joueurs comme Egazi, des joueurs comme Hamdi, des joueurs comme Abdelnoun, ce sont des joueurs qui font Fatou sur le côté gauche. Et puis Omar Kamal à droite, le joueur désormais de Futur FC. C'est une équipe qui sait manier le ballon, qui sait défendre. Et quand vous avez El Shenaoui ou Gabaski aujourd'hui, vraiment c'est difficile de franchir cette pyramide-là. J'ai encore, pour ma part, pour moi, cette petite frustration parce que Gabaski aurait mérité ce titre-là de meilleur portier de la CAN 2021. D'accord, ok. On va continuer donc d'en parler, mais juste avant, je voudrais rassurer nos chers téléspectateurs. Il y a encore de l'argent à gagner sur RTI 1. Alors, la question du jour, quelle équipe est vainqueur de la 33e édition de la CAN? Réponse A, Sénégal. Réponse B, Égypte. Envoyez A ou B au 98 114. D'ailleurs, il faut jouer plusieurs fois pour espérer gagner donc environ 1 million de francs CFA. Voilà, c'est dit. Et j'espère que vous allez vous y mettre tout de suite. Alors, juste après cette finale, nous avons pu, donc, grâce à nos reporters et spécialistes au Cameroun, avoir les réactions donc, des Sénégalais et des Égyptiens. Suivons. Ce fut long, ce fut difficile, par moments compliqué, mais on n'a jamais abandonné. Ce fut un match difficile aussi. On a eu notre temps fort tout au début de cette rencontre-là. On a eu ce penalty qu'on a loupé, mais on a eu d'autres opportunités aussi. Malheureusement, on n'a pas su les concrétiser. Après, le match s'est équilibré en deuxième période, mais les garçons n'ont jamais abandonné. Je crois que ça prouve vraiment le mental de cette génération. Nous sommes très contents. Nous dédions vraiment cette victoire au peuple sénégalais, vraiment au peuple sénégalais, parce que depuis les indépendances jusqu'à présent, on court derrière cette première étoile. Aujourd'hui, sur notre maillot, on aura une étoile nous aussi. Le Cameroun est une terre de football. Gagner la CAN ici au Cameroun, c'est un symbole. Voilà, c'est un symbole. Mais le gagner face à l'Égypte, qui a gagné 7 CAN, ça aussi, c'est un autre symbole. C'est ce que je disais à mes joueurs. Donc, ils ont écrit l'histoire en gagnant l'équipe la plus titrée d'Afrique et en le gagnant sur la terre camerounaise. Je suis heureux de recevoir ce trophée. En ce qui concerne la performance de mon équipe, nous sommes heureux. Je suis fier de la performance de mes coéquipiers. Et voilà, c'est le football. Il doit y avoir un gagnant et un perdant. Et nous n'avons pas été les gagnants. Et voilà, alors on peut le dire, hein, donc il y a un perdant et un gagnant. Coach Varma, sur donc ce dernier pénalty, quand Sadio Mané a pris le ballon, est-ce que vous étiez serein? Parce que plusieurs ont dit, mais qu'est-ce qu'il va faire avec ce ballon quand on sait qu'il a déjà manqué un pénalty? Est-ce que ce n'était pas quelqu'un d'autre qui devait tirer? Mais écoute, bonjour d'abord, pardon. Bonjour d'abord. Dès que Sadio a pris la balle pour son deuxième penalty, je me suis rappelé du message que le président de la République avait envoyé aux jeunes. Et surtout la réponse de Sadio Mané. Et je me suis dit, automatiquement, il doit marquer ce penalty parce qu'il ne devait pas piétiner la sacralité de sa promesse. Parce qu'il avait dit au chef de l'État que cette coupe, elle est à nous. Elle ne se joue pas, ça se gagne. Donc, ça m'a juste traversé la tête. J'ai dit, c'est déjà fait. Et vous avez gardé votre sérénité? Parce que je me suis dit que... il ne peut pas rater ce penalty vu la promesse qu'il a faite à toute une communauté. Ben ouais, c'est clair. Un peuple. Et c'était une première, ça devait se gagner. C'était une première fois. À la fin de ce match, j'ai senti des choses extraordinaires. Mais ça m'a rappelé rapidement le soir où la Côte d'Ivoire a gagné la Coupe d'Afrique en 92 au Sénégal. Ah oui? Je ne savais pas ce que c'est qu'une fête. Je ne savais pas ce que c'est gagner une coupe. Je suis allé à l'hôtel où il y avait les Ivoiriens. Je dansais comme tout le monde. Mais j'ai vu la détermination, l'envie, le bonheur qui animait le visage des Ivoiriens. Et vous avez vécu ça hier? Voilà. Dès que les gosses ont couru vers moi hier, je me suis dit, ah,
Ce n'était pas pour rien qu'un soir de 92, j'étais encore gosse, je voyais les Ivoiriens courir dans toutes les rues de Dakar. Et c'est ça qu'on appelle un bonheur. Ouais, c'est clair. Le bonheur que procure le football, président. Alors, aujourd'hui, on va le dire, hein, là, vous venez à peine, parce que vous deviez venir ici, de vous lever, parce que la fête a continué aussi jusqu'à 2h du matin à Makori. Tout à fait. Jusqu'à 3h du matin, les gens étaient dans les rues de Treichville, à Djamé, un peu partout. Oui. Parce que, comme tu l'as dit, c'est la première fois, c'est notre première étoile. J'espère que les enfants vont avoir encore l'envie d'aller plus loin, parce qu'ils sont encore jeunes. Mais on a beaucoup souffert. Ben oui, c'est clair. Donc Dieu était avec nous. Dieu était avec vous. Merci beaucoup et encore félicitations. Merci. Parlons de celui justement donc qui a pris ses responsabilités et qui a mis ce pénalty avec puissance malgré on dira ce réflexe de Gabaski qui a suivi le ballon. Il faut le dire, auteur donc du tir au but victorieux contre l'Égypte. Sadio Mané a inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives dans la compétition. C'est donc à juste titre qu'il a été nommé meilleur joueur de la compétition. Une belle récompense pour l'attaquant de Liverpool qui a enfin remporté un trophée continental avec le Sénégal. Après avoir tout gagné en club, Arsène Kouassi nous présente l'homme. La consécration pour Sadio Mané. À l'issue du sacre du Sénégal en finale de la CAN 2021 contre l'Égypte, le meneur de jeu des Lions a été désigné meilleur joueur de la compétition par la Confédération africaine de football. Un couronnement logique pour l'attaquant de Liverpool qui aura porté son pays durant la phase d'élimination directe. Après son but sur pénalty contre le Zimbabwe en phase de groupe, le Lion a ouvert le score sur un exploit personnel contre le Cap-Vert en 8e de finale. Il a même délivré une passe décisive en quart de finale contre la Guinée équatoriale avant d'enchaîner avec un but et une passe décisive en demi-finale contre le Burkina Faso. Lumineux dans le jeu, durant la finale, l'international sénégalais aux 80 sélections, 26 buts, a d'abord échoué sur pénalty dès le début du match, mais s'est rattrapé ensuite en transformant le tir au but qui offre un premier sacre à son pays, après plus d'un demi-siècle d'attente. Eh ouais. Sadio Mané, sacré Sadio Mané. Et je ne peux que donner tout de suite la parole à Kader Guilavogui qui nous avait présenté le pédigré du garçon sur ce plateau. Sadio Mané, finalement, donc, au Cameroun, a montré un visage plus conquérant que jamais. Il est fort mentalement. En 2017, je crois que le Sénégal sort de la compétition au tir au but face au Cameroun. C'est Sadio Mané qui a encore manqué un pénalty. Pour reprendre la décision de retirer un pénalty, il faut vraiment avoir un mental solide. Et Sadio Mané, là, il ne pouvait plus se cacher de toute façon. C'est lui le leader de cette équipe, c'est lui le leader technique, c'est lui le porte-drapeau, le porte-flambeau, c'est lui qui fait tout dans cette équipe. Sadio Mané, il a un rôle important. Et hier, après le pénalty manqué face à Gabaski, on se disait qu'il allait plonger, mais non, le garçon est solide mentalement. Il a prouvé, c'est lui-même qui continuait à haranguer ses partenaires, à les motiver pour leur dire, messieurs, cette coupe, elle nous appartient. Et Sadio Mané allait chercher ce pénalty-là, mais c'est surtout son influence sur le jeu. On l'a vu dans toutes les palettes, il est capable de jouer à gauche, à droite, dans le cœur du jeu, il est capable de récupérer des ballons, de donner des ballons, d'en marquer, tout simplement de marquer des buts. Sadio Mané sait tout faire avec un ballon. Hier, c'était une consécration pour moi légitime et logique pour un garçon qui est pétri de talent. Le natif de Bambali ne pouvait qu'être couronné de cette façon-là parce qu'il a tellement de talent. Passé par Salzbourg, par Metz, par Sunderland, aujourd'hui à Liverpool, il fait partie des meilleurs attaquants au monde et c'est incontestablement que Sadio Mané va figurer parmi les meilleurs d'Afrique. On peut dire merci aux populations de Bambali, au Sénégal. Merci pour ce bijou africain. Sadio Mané, finalement, donc, permet au Sénégal d'entrer historiquement dans la compétition avec cette étoile. C'est lui qui impulse la dynamique. Oui, depuis le début, on l'a vu, ils ont déjà raté 2 finales jusqu'à celle-là. Aujourd'hui, il a montré que dès le départ, il voulait cette coupe. Il a été l'un des premiers professionnels à rejoindre le Sénégal pour venir pour aller à la CAN. Et il a amené tous ses amis. Il a même amené la fédération sénégalaise à porter plainte contre l'équipe du joueur que Watford pour qu'ils libèrent leur joueur, Ismaïla Sarr. Et donc voilà, c'est un leader. Et même là, quand il loupe son penalty, c'est lui qui harangue encore la foule, il dit à ses camarades de ne pas baisser les bras. Il faut y aller, ce n'est que le début, qu'à la 7e minute. Et puis le penalty, il le prend, il le tire dans le même coin, son deuxième penalty. Avec une telle puissance, je ne sais pas si
Si Gabaski touchait ce ballon, ça allait être grave. Hein. Il a compris quand un pénalty est tiré à mi-hauteur, c'est plus facile pour un gardien, surtout avec cette envergure de 1m91 sans les bras. Donc imaginez Gabaski se détendre. On avoisine les 2m6, 2m7. Donc il a compris, il botte fort à ras des terres. Je pense qu'une fois que son pied heurte le ballon, il sait qu'il a marqué. Ah ouais? Oui, il le sait. Quand on regarde sa course d'élan, il n'attend même pas que la balle ait franchi la ligne pour commencer à courir. Il sait que cette balle est mise à un endroit où aucun gardien ne saurait l'enlever s'il n'avait pas anticipé. Comme Gabaski anticipe rarement, eh bien, il savait qu'il avait inscrit ce but. C'est son mental, c'est sa force, c'est un leader, mais c'est également un garçon très pieux et qui a une hygiène de vie irréprochable. Ça aussi, c'est sa force. Il porte le Sénégal dans son cœur. Il est toujours dans sa patrie quand il le peut. Il mène des actions caritatives. Et quand vous avez la bénédiction de tout un peuple, quand vous avez le soutien de tout un peuple, vous ne pouvez pas laisser votre nom, je vais dire, malencontreusement dans l'histoire, forcément. C'est comme ça. Mais ça, c'est du Sadio Mané. Et ça a payé aujourd'hui. Et ça a payé. Il faut une hygiène de vie et il ne faut pas oublier d'où on vient. Ça, c'est une grande leçon qu'il vient de donner à plusieurs footballeurs. Tous les professionnels africains, j'espère que vous prendrez donc de la graine en suivant Sadio Mané. C'est d'ailleurs un beau succès, hein, donc qu'on voudrait ici saluer. Alors, les statistiques présentées rapidement par Véronique Conan vont s'afficher pour parler de Sadio Mané. 7 matchs disputés, 3 buts marqués, 2 passes décisives. Dans cette CAN, il a été présent à tous les compartiments. Et ce qu'on ne pensait pas, il a été aussi actif dans le secteur défensif. Absolument. Il ne régigne pas devant les tâches défensives. Il vient aider ses milieux de terrain, que ce soit dans le jeu de couloir. Il vient aider Salou 6 à récupérer des ballons. Et cette association-là a très bien fonctionné, comme Bounassa et Ismaël Sarr sur le côté droit. Non, je pense, mais au-delà de ça, ce sont les propos de Sadio Mané à la fin de ce match face à l'Égypte. Il dit « J'ai gagné le trophée le plus important ». Il a gagné la Premier League, il a gagné la Ligue des Champions, mais il sait qu'il lui manquait un trophée majeur qui reste pour lui le plus important de sa vie, de sa carrière tout simplement. C'est la CAN pour laquelle il s'est battu. Il s'est battu pour son pays. Et aujourd'hui, Sadio Mané là, bravo, que dire de plus? Maintenant, il va peut-être aller chercher une deuxième étoile pour le Sénégal, mais là, il trouvera les éléphants de Côte d'Ivoire sur son chemin. Ben, pourquoi pas? Alors, avec vous, messieurs, nous allons très rapidement voir l'équipe type de cette CAN 2021 au Cameroun. Et oui, nous sommes partis donc sur les secteurs défensifs, le milieu de terrain et l'attaque. Et voici l'équipe type avec pour sélectionneur Aliou Cissé et Médjeché. Oui, alors, préciser que j'ai pris que la défense. Oui, c'est cela. Avec Gabaski, j'ai pris Gabaski parce que depuis qu'il est rentré en scène, on a vu les exploits. Et ce n'est pas pour rien qu'il a été élu homme du match sur cette finale, sur ce match. À partir de là, je le prends comme gardien de but. Je mets Colin Faye, le Camerounais Colin Faye, à droite, latéral droit, parce qu'il a eu un travail formidable dans l'équipe du Cameroun. C'est monté comme Hakimi à gauche là-bas. On va s'étonner que j'ai mis Hakimi à gauche. Non, Hakimi joue à gauche des fois. D'accord. Il a déjà joué, donc il peut jouer à ce poste-là. Et puis, Mahmoud Hamadi, c'est un défenseur égyptien qui avait le bandeau sur la tête. Ben oui. On a vu le travail qu'il a fait malgré son état. Il est revenu pour récidiver comme il l'a fait, comme il a toujours fait durant ses matchs. Ngadeu, c'est le sacré Ngadeu. C'est le sacré Ngadeu, l'homme à la barbe, le Camerounais avec son numéro 5 qui évolue dans l'axe comme sur le côté droit avec ses longues enjambées. Il va même jusqu'à gauche pour faire des centres. Eh bien, voilà mes choix. Donc, pour vous, l'équipe africaine de cette CAN a 2 Camerounais au niveau de la défense, 2 Égyptiens, pour parler du défenseur et de Gabaski, le gardien de but, et puis, naturellement, le Marocain Hakimi. C'est un choix qui, ici, vous satisfait. Moi, j'aurais mis Abodé à droite, comme latéral. D'accord. Le Burkinabé, parce qu'il a fait tellement de montées, il a fait du bien à cette équipe du Burkina Faso. Défensivement comme offensivement, il a apporté. À droite, je l'aurais préféré à Colin Faye du Cameroun. D'accord, ok. Oui, Roméo? Je vais dire peut-être Hakimi, j'aurais préféré Fatou, l'Égyptien, voilà, qui a eu un abattage, le joueur du Zamalek, qui a eu un abattage sur son flanc gauche.
qui a réussi à fermer plusieurs fois Sadio Mané et même Sofiane Boufal. On a vu un très beau duel lors de ce match-là. Sinon, parfait. Et puis, étant défenseur, je pense qu'il a plus de justesse dans les yeux. C'est cela, en fait. C'est le défenseur qui a fait donc son emplacement. Au niveau de la défense, alors pour parler du milieu de terrain, nous allons aller avec Kader Guilavogui. Alors, je rappelle que le schéma, c'est un 4-3-3. Absolument. Il a été difficile de trouver 3 joueurs au milieu de terrain parce qu'ils ont été nombreux. Ce milieu de terrain a bien s'illustrer dans cette CAN. Devant la défense comme sentinelle, j'ai choisi le Burkinabé Blati Touré, qui a été énorme dans la récupération. C'est un joueur qui est fin techniquement, qui est capable de sortir les ballons proprement de sa défense. Et puis en piston, Sangaré Ibrahim, le joueur ivoirien, qui a fait une CAN exceptionnelle. Il était rentré lors de la CAN 2019 face à l'Algérie. Il n'est plus ressorti de cette équipe-là parce qu'il a gagné une place de titulaire. Et sur cette CAN, il a été phénoménal. Et puis à droite, El Neni, l'autre piston, qui a récupéré, qui court beaucoup, qui est capable de compenser les montées de ses latéraux et de venir gratter des ballons dans l'entrejeu, qui est capable également de jouer en box-to-box. Donc voilà, même si dans ce milieu de terrain-là, j'aurais pu mettre un joueur comme Nampalis Mendy qui m'a vraiment épaté sur cette CAN. Ce jeu de Nampalis Mendy que nous saluons parce qu'il a été monstrueux dans cette finale. Et en attaque, il n'y a pas trop grande surprise. mais mais rapidement, avant d'y aller, au milieu de terrain. Sur le milieu de terrain, il a fini par le citer, Nampalis Mendy. Parce que son abattage avec Blati Touré a été formidable. Pour dans de très bonnes conditions. Bertrand Traoré, sur le côté gauche là-bas, sa présence aurait été formidable. C'est important. Alors, devant, il n'y a pas vraiment véritablement matière à discussion. Vincent Bakar, meilleur fusil de cette CAN avec 8 buts. Il égale le record de Laurent Pokou de 1970. Vous avez Sadio Mané qui est sur son flanc gauche. Il sait bien jouer en pied inversé pour pouvoir envelopper ou frapper. Mohamed Salah également sur son côté. On a senti l'influence de ces deux joueurs, Mané et Salah, durant toute cette CAN. Et puis devant, vous avez celui qui rate rarement les occasions de but. Lorsqu'il est touché par un ballon, généralement, ça finit au fond des filets. Donc pour nous, voici un peu l'équipe type de cette CAN 2021. On va applaudir donc les spécialistes pour cette équipe type-là, quand même. C'est un travail qu'ils ont abattu. Vous pouvez remarquer que les trois qui sont devant portent tous le numéro 10. C'est ça. Alors, messieurs, je voudrais qu'on puisse là maintenant nous intéresser donc au bilan du Cameroun. On peut parler de désillusion au niveau camerounais parce que les Camerounais se voyaient à la finale et même pourquoi pas remporter leur CAN. Désillusion camerounaise présentée ici par Risso Jean Silver. J'ai mal. Parce que les Lions ont perdu. J'ai mal. Ça ne sert pas à quoi qu'on nous demandait de cesser le coup, le travail. Même si ceux qui doivent travailler à 13 pour venir sur le parcours Vita. Voilà le résultat, porte le ballon, donne nos défenseurs de tirer. Donc ça fabrise son doigt, personne n'allait marquer. Sans lui, donc personne n'allait marquer. Voilà maintenant le résultat. Voilà le résultat. Les gens souffrent dans les marchés. Libérer les rigoles, entrer dans les marchés pour que ça vienne donner ça en demi-finale. N'importe quoi. Comme ces deux supporters, des millions de Camerounais qui pensaient garder le trophée de la Coupe d'Afrique chez eux ont vécu une difficile nuit le 3 janvier 2021. Leurs lions, imbattables depuis le début de la compétition, ont été domptés dans leur tanière d'Olimbé par les pharaons, surtout revanchards après la finale perdue de 2017. Vincent Aboubakar et ses coéquipiers qui pensaient rajouter une étoile sur leur maillot et se rapprocher de leurs adversaires de la demi-finale se sont montrés maladroits, mais aussi malchanceux, ne parvenant pas à prendre l'avantage au tableau d'affichage. Leur rêve s'est finalement brisé au tir au but. Une séance au cours de laquelle Harold Amokoudi, Léa Siliki et Clinton Nji ont failli. Le portier égyptien Abou Gabal a lui volé la vedette à Mohamed Salah le temps d'un soir en envoyant son pays rejoindre le Sénégal en finale de la CAN avec en ligne de mire un 8e sacre. Comme il y a 50 ans, les Camerounais échouent au pied de la finale mais se consolent avec la 3e place. Eh oui, les Camerounais 3e, mais qui ont failli même ne pas récupérer cette 3e place. On a vu des supporters très remontés. Oui, et je les comprends. Parce que moi, j'ai vécu cela en 1984, ici en Côte d'Ivoire. Et c'était le Cameroun qui avait remporté le trophée. Oui, on avait de grandes ambitions pour remporter cette compétition. Et malheureusement, nous sommes passés à côté. Et j'ai vu l'amertume des Ivoiriens, j'ai lu la déception dans les yeux des Ivoiriens. Il a fallu l'intervention du président Houphouët-Boigny
pour que tout rentre dans l'ordre, pour que les gens se calment. Ouais. Il avait dit à l'époque, ce ne sont que des éléphantaux. Bientôt, ils deviendront des éléphants et ils iront gagner la coupe. Ouais. Ça n'a pas tardé en 92, on a remporté cette coupe. Donc, je comprends un peu cette désillusion que le pays organisateur ne gagne pas la compétition. Ouais. J'ai toujours mal à leur place. Ah ouais, c'est clair. Et puis cette troisième place, quand même, il fallait la prendre pour l'honneur. Ils l'ont dit, hein, ces supporters. On a fait même arrêter des cours. Oui. Il y a eu des mesures exceptionnelles pour que les stades se remplissent, parce qu'à un moment, au début de la compétition, les stades n'étaient pas pleins. C'est ça aussi le charme de la CAN. Vous êtes sûr de pouvoir l'organiser, mais vous n'êtes pas sûr de pouvoir la gagner. Les Camerounais l'ont appris à leurs dépens. En 72, c'était le même scénario. Là, ils sont tombés face à une équipe égyptienne solide, qui savait ce qu'elle voulait, qui avait beaucoup d'expérience, beaucoup de malice. Les Camerounais se sont cassés les dents, tout simplement. Mais après, on dirait que c'est le charme du football également. C'est une compétition où eh bien, il y a eu plein de surprises. On va peut-être revenir dessus, mais les Camerounais ont mis les moyens qu'il fallait, se sont donné les moyens. Après un match de football, 90 minutes, 120 minutes, il est tiré au but. Vous ne trouvez pas la réussite nécessaire. Eh bien, ça passe par là. Maintenant, les Camerounais sont allés chercher à chaque fois des trophées à l'extérieur. C'est ça la marque déposée du Cameroun également. Donc, peut-être attendre une autre édition pour voir le Cameroun briller à nouveau. On va quand même parler de cette équipe camerounaise avec, on dirait, un armada offensif assez important et impressionnant. Les deux meilleurs fusils, d'ailleurs, de ce tournoi sont camerounais. Et ça, ce n'est pas à négliger, Roméo Koulibaly. C'est loin d'être à négliger. C'est une équipe qui a un potentiel offensif énorme. Vous avez les porte-fusils habituels qui sont Vincent Aboubakar et Toko Ekambi. Mais quand vous avez Choupo-Moting, très souvent remplaçant, vous avez Baoken, remplaçant, vous avez Bassogog, vous avez Clinton Nji, on va dire que tous les ingrédients sont réunis pour faire mouche. Et c'est ce qu'ils ont démontré face au Burkina Faso, lorsqu'ils étaient bien sûr, je vais dire, très bien mal embarqués, menés 3-0. Jusqu'à la 70e minute, en 20 minutes, de la 71e jusqu'à la 90e, ils arrivent à renverser la vapeur, à remettre, je vais dire, les pendules à l'heure. Et puis, il y a cette séance des tirs au but où ils sortent victorieux. C'est le fighting spirit de ces Camerounais. Déjà à l'entame, ils ont été très tôt menés par le Burkina. Ce même Burkina, je pense que les Burkinabés n'ont pas appris de leurs erreurs. Au match d'ouverture, ils se font bien sûr remonter et battre. Voilà, regardez ce premier but. Dans une forêt de jambes burkinabé, il arrive à inscrire le but, c'est la détermination. C'est, je vais dire ce terme-là, l'opiniâtreté de Baoken qui ne laisse pas tomber, qui continue à se battre et qui arrive à inscrire. Mais avant ça, on a vu l'entrée de Toko Ekambi et de Vincent Aboubakar. Ouais, les trois attaquants ont été mis en voilà, qui avaient été reposés, mais on a compris qu'à 3-0, je vais dire, c'était un peu trop laborieux. On va voir, même si ce deuxième but, c'est encore un corner qui va partir de la droite, sortie plus qu'hasardeuse du portier burkinabé. Je me demande jusqu'à présent où est-ce qu'il partait. Vous avez Vincent Aboubakar qui est là et qui arrive à porter le stockage. Je le dis parce qu'un gardien, quand il sort, c'est qu'il est sûr de remporter le duel et d'avoir le ballon. Mais là, il sort, je ne sais pas. Et puis vous avez la vista, la justesse de Vincent Aboubakar. Et puis ce troisième but-là, qui a fait beaucoup jaser. Mais c'est ça aussi, je vais dire, en Première Ligue, il n'y a pas faute. C'est juste une poussotte, mais c'est une incompréhension hors du commun entre les trois défenseurs. Vous êtes trois face à un seul joueur, il faut se parler. Le gardien, il a le jeu en face de lui. Le défenseur n'a le ballon. En Angleterre, on dit keeper, pour dire que moi, le portier, je viens chercher le ballon. Donc c'est à lui de dire au défenseur, laisse ou à moi. S'il avait dit cela, s'il y avait cette communication, il n'y aurait pas eu cette poussette-là. Mais je veux dire que sur ces trois buts, on voit l'engagement. Vous voyez, Vincent Aboubakar, il a les yeux rivés sur le ballon. Il ne regarde même pas le duel entre le portier burkinabé et son défenseur. Il sait qu'il a un objectif, c'est faire mouche, égaliser à 3 partout. Et puis à la séance des tirs au but, le destin fait le reste. Mais ce qu'il faut retenir ici sur ces 3 buts, c'est l'engagement, c'est la détermination. Et c'est le courage des Camerounais qui les ont portés à cette 3e place. Ouais, c'est clair, hein, il faut saluer cela quand même. Mais on va revenir sur ce fait de jeu. Ouais, cette poussette-là aurait dû être sanctionnée. Malheureusement, l'arbitre a carrément refusé d'aller voir la VAR. Oui. Je ne sais pas. Moi, j'ai été choqué de voir que l'arbitre n'est pas sifflé parce que, carrément, Vincent Aboubakar déménage son adversaire. Cette poussette y est beaucoup dans la légalisation de ce but. Voilà. Après, l'arbitre ne siffle pas. Bon, c'est lui qui est le maître du jeu, mais c'était trop gros pour ne pas qu'il le siffle. À cet instant précis, qu'est-ce qu'il pouvait faire ? Il a la possibilité.
On me dira, oui, peut-être que les Burkinabés ne se sont pas plaints, ils ne sont pas allés envahir l'arbitre. Mais eux, ils sont fair play, ils comptent sur l'arbitre. Ils se disent que l'arbitre, il a la VAR. Donc, il peut aller regarder. Pourquoi cet arbitre ne décide-t-il pas de regarder la VAR? En plus, il a été interpellé par le camion. Absolument, absolument. Je crois qu'avant de redonner le coup d'envoi... Donc ça, c'est un scandale. Autant écouter, n'est-ce pas, à l'oreillette ce qu'on lui disait. Mais après, au-delà, je ne veux pas minimiser le sentiment de révolte de ces Camerounais-là. On savait qu'ils avaient un mental fort. Mais pour moi, excusez-moi, mais c'est le jeu burkinabé qui, pour moi, m'a sidéré. Vous menez 3-0, il reste 20 minutes. Mais vous devez avoir ce vice-là. C'est ce qui manque justement à cette équipe du Burkina, qui non seulement doit franchir 2 paliers. D'abord, prendre un abonnement longue durée avec la CAN, ce qui va lui conférer beaucoup plus de compétition et beaucoup plus de matchs, beaucoup plus de vécu. Parce que vous ne pouvez pas mener 3-0 et vous faire rejoindre à 20 minutes de la fin, 3 buts partout. Parce que cette équipe burkinabé, elle est polie, elle est gentille, elle a continué à jouer au football alors qu'elle ne devait plus jouer au football. Elle devait aller dans les angles morts, elle doit apprendre de ses erreurs, elle doit être expérimentée. Parce que vous ne pouvez pas mener le Sénégal, le Nigeria, le Cameroun ou l'Égypte, vous ne pouvez pas être mené par ces équipes-là et puis revenir au score. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a ce vécu, cette culture de la Coupe d'Afrique que n'a pas malheureusement le Burkinabé. Ils ont continué à jouer au football alors qu'ils auraient dû faire des remplacements. Les Camerounais sont passés en 4-2-4. Les Burkinabés étaient en 4-5-1. Donc ils auraient dû avoir le ballon. C'est eux qui devaient faire courir les Camerounais et non l'inverse. Malheureusement, le sentiment de révolte des Camerounais, ajouté on va dire, au recul burkinabé, on va dire... Ça a été aussi une petite erreur de Kamou Malo quand même aussi. Quelque part. Il y a eu l'impression même dans les changements même que le Burkina ne voulait pas cette 3e place. Parce que oui, le portier, jusqu'à présent, je me pose des questions, franchement. Voilà, Farid était là. Non, Farid après, il n'est plus là, il est blessé, il sort. Oui, je veux dire que c'est clair que sur les 3 buts encaissés, sur les sorties du portier burkinabé, il y a beaucoup à redire. Il y a beaucoup à redire sur le 2e but, absolument. Et puis il y a aussi cette apathie de la défense burkinabé qui est très souvent en difficulté sur les phases de jeu arrêtées, sur les corners, sur les coups francs. C'est une défense qui est attentiste, qui regarde faire et qui doit être dans l'action. Elle a pris un but comme ça face à la Guinée-Bissau, elle a pris contre le Cameroun 3, c'est trop. Pour moi, cette équipe burkinabé doit se servir de ce match-là pour grandir un peu plus. Même si nous saluons le Cameroun, dans sa 3e place. Il nous habitue quand même à des scénarios rocambolesques. En 1998, c'était pareil face à la République démocratique du Congo. 4 buts à 1 jusqu'à 10 minutes, 7 minutes du terme. Et ils perdent ce match-là au tir au but. Moi, quand j'ai vu le Cameroun revenir au score à 3-1, j'ai dit à tous ceux qui étaient autour de moi, c'est reparti pour 98. Et ils ne m'ont pas fait mentir. Le Burkina qui a un sérieux problème donc, de défenseurs. Et puis, il va falloir revoir également au niveau des gardiens. Il faut avoir 3 bons gardiens que d'avoir un bon gardien et se dire les 2 autres, au fur et à mesure, vont se faire la main dans la compétition. Quand vous avez une équipe, il faut avoir absolument un très bon gardien. Un très bon gardien, je dis généralement, il fait 60% ou 80%, 70% de l'équipe, le gardien de but. Malheureusement, les Burkinabés ont perdu 2 gardiens coup sur coup, avant que le 3e, qui lui ne s'attendait pas du tout. D'accord. Et quand il prend le 2e but, forcément le 3e arrive. Parce que il a la tremblote à l'image de tous ses partenaires défenseurs. C'est clair. Merci beaucoup. Alors, nous allons également donc, parler de ces sélections qui nous ont fait plaisir lors de cette CAN 2021 au Cameroun. Il s'agit de la Gambie et des Comores. La Gambie et les Comores ont été donc les sensations de cette Coupe d'Afrique pour leur première participation. Les 2 équipes ont réussi à franchir le 1er tour avant de se faire éliminer donc, par le pays organisateur, le Cameroun. Retour sur les parcours de ces 2 sélection avec Abdraman Samassi. Méconnus avant le début de la CAN et logés dans le groupe C, les Comores sont parvenus à se hisser au second tour en profitant du classement des meilleurs 3e. Pourtant, les protégés d'Amir Abdou se sont inclinés lors de leurs 2 premières sorties avant de s'imposer devant le Ghana dans un match à rebondissement 3-2. Une victoire historique puisque les Comoriens ont précipité l'élimination du Ghana. En 8e de finale, ils défient le pays hôte, le Cameroun. Déjà privé de Saïd Selemani suspendu, les Comoriens comptent 12 cas positifs à la Covid-19, dont 2 des 3 gardiens. Une rencontre qui restera dans les mémoires des observateurs du football. La raison, le défenseur Chaka Aladou est transformé en gardien de but. Les Sélokantes s'inclinent 2-1 et quittent la compétition la tête haute. Comme les Comores, la Gambie a surpris plus d'un pour sa première CAN. Crédité d'un parcours honorable au premier tour dans le groupe F, les Scorpions ont battu la Mauritanie et la Tunisie sur le score identique d'1-0 et ont même accroché le Mali 1-1.
En huitième de finale, la Gambie s'est défaite de la Guinée 1-0 avant de se faire éliminer par le Cameroun 2-0 en quart de finale. Pour une première participation à la CAN, les Sélocantes et les Scorpions ont fait fi de leur statut de petits poussés pour tenir tête aux présumés cadors. Ils peuvent être fiers de ce qu'ils ont accompli pour leur pays. Applaudissements pour ces deux élections. Merci de les encourager. Alors, il faut le savoir, les lampions se sont éteints donc hier sur la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et au-delà d'une cérémonie de clôture assez réussie, tout n'a pas été rose au Cameroun lors de cette édition. À côté donc des protocoles de Covid pas très maîtrisés, pas très compris, il y a eu d'autres situations et d'autres faits qui ont interpellé Moyabi Diabaté. Suivant. La CAF et le Cameroun ont durant toute la compétition été pointés du doigt. L'on a reproché à la fêtière son mutisme face à certaines situations. Selon le sélectionneur gambien Tom Sefiet, la CAF aurait logé les grandes équipes dans les grands hôtels et les petites équipes dans des hôtels au standing approximatif. Bien avant le début de la compétition, le favoritisme se faisait déjà sentir. À travers une circulaire signée le 31 décembre 2021 et adressée à toutes ces fédérations, la CAF a indiqué qu'à titre volontaire et en complément des mesures préventives déjà adoptées, soit la vaccination et les tests obligatoires pour tout supporter qui veut entrer dans un stade. Les jauges suivantes sont appliquées jusqu'à nouvel avis. 80% de la capacité des stades lors des matchs et de l'équipe du Cameroun. 60% de la capacité des stades lors des matchs et des autres équipes. Une disposition qui donnait au Cameroun l'avantage de bénéficier d'un soutien plus conséquent. La CAN lancée, la Confédération africaine de football n'a fait qu'accroître les suspicions de favoritisme qui pesaient déjà sur elle. Dimanche 23 janvier, soit un jour avant le 8e de finale qui opposait le Cameroun aux Comores, 12 joueurs ont été testés positifs au Covid-19 dans la délégation comorienne. Parmi eux, 2 gardiens de but. Le 3e gardien étant blessé, les Comores contraints d'évoluer avec un joueur de champ dans la cage. Lundi 24 janvier, coup de théâtre. Ali Ahmad, le gardien des Comores, est finalement testé négatif au Covid-19. Mais la CAF va s'opposer à ce que le gardien dispute la rencontre qui se déroulait le même soir. La raison étant qu'une nouvelle directive émanant de la Confédération oblige les joueurs ayant été testés positifs à s'isoler pendant 5 jours. L'état des pelouses n'est pas en reste. Plusieurs étaient en mauvais état, dont celle de Japoma. Sangaré Badra Ali et Mohamed El Chenaoui en ont payé les frais. Le mercredi 12 janvier, un seul hymne a été joué lors de la rencontre Mauritanie-Gambie. Les Mauritaniens seront surpris d'entendre que l'hymne diffusé est celui de la République islamique de Mauritanie, utilisé en 1960 et 2017. À côté de tous ces ratés, plusieurs failles sécuritaires ont été enregistrées. 8 personnes ont rendu la vie au cours d'une bousculade pendant le match Cameroun-Comores. À côté de cela, plusieurs envahissements des stades ont été enregistrés. Lors de la cérémonie de remise de trophées aux champions sénégalais, ils n'ont pas eu droit à un podium adapté ni un feu d'artifice au moment de la célébration. Ces différents couacs ont certainement terni l'image du pays hôte et de la CAF. Quelques couacs enregistrés par Moyabi Diabaté et Nanouchka Boko qui d'ailleurs a fait le commentaire. Parlons également de l'arbitrage. Quelques décisions arbitrales ont été parfois prises et contestées par plusieurs. Ce sont des décisions qui ont suscité plusieurs polémiques et des incompréhensions. Gamblé Konaté ici nous fait le point. Le 12 janvier 2021, Gianni Sikazoué, l'arbitre du match Tunisie-Mali, met un terme à la rencontre avant même la fin du temps réglementaire. Une décision aussi spectaculaire qu'incompréhensible. L'arbitre zambien expliquera plus tard avoir souffert de déshydratation et de la chaleur camerounaise. Éliminé par la Guinée équatoriale au tir au but en 8e de finale, le Mali ne digère pas l'arbitrage. Les exemples sont légion tout au long du tournoi. De nombreuses décisions arbitrales ont suscité beaucoup de polémiques et d'incompréhension durant la compétition. L'arbitrage n'a pas été à la hauteur, estiment de nombreux observateurs de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021.
Nos envoyés spéciaux au Cameroun ont pu tendre leur micro aux différents journalistes présents sur la terre, on dira, camerounaise, pour avoir leurs impressions quant à cette CAN 2021 au Cameroun. Suivant cet élément de Seydou Koulibaly. On sort en 8e, mais l'équipe a du potentiel. L'équipe a du potentiel. Quand tu vois les Kosonou, Odillon qui sont là, on a vu la CAN qui a été la CAN de Ghislain. Tu vois dans le milieu Sangaré qui monte en puissance. Il y a le petit Traoré Ahmed Junior, tout ça. Quand tu regardes, tu te dis oui, on a de la matière. Maintenant, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je pense que sur le plan de l'attaque, il va falloir, pour même celui qui va venir prendre l'équipe, essayer de travailler beaucoup avec... parce que tu ne peux pas avoir un joueur qui est le meilleur buteur aujourd'hui, qui est parmi les meilleurs buteurs européens, puis ne pas pouvoir l'exploiter, ne pas venir à la CAN, repartir avec un but. Parce que Aller a été esselé, Aller n'a pas eu le rendement qu'il devait avoir parce qu'il n'a pas eu le ballon qu'il devait avoir pour exploiter. Je suis resté à Yaoundé. J'ai fait les 2 groupes de Yaoundé et tous les matchs ici. Quelques soucis d'organisation pour nous. Impossible de ne pas penser aux 8 personnes qui sont mortes dans le stade, qui malheureusement gâchent l'ensemble de la compétition, parce que à côté de ces 8 morts, dont un petit garçon, le foot perd évidemment de son importance. Beaucoup de bons souvenirs personnels, parce que moi j'ai grandi au Cameroun, j'étais très heureux de revoir le Cameroun. Un vrai pays de football, et de retrouver le goût de la nourriture camerounaise. Niveau football, j'ai beaucoup aimé Gabon-Maroc et aussi la demi-finale Sénégal-Burkina Faso, avec un jeu débridé. Je suis très reconnaissant au Burkina Faso d'avoir joué le jeu, y compris s'il était un petit peu moins fort que le Sénégal. On a vu un très beau match, ils sont revenus à 2-1, ils ont un petit peu rêvé, c'était du beau football. J'ai remarqué qu'il y avait, par rapport à leur plateforme Mamal Pro, moi-même qui vous parle, j'ai été testée positive. Je suis restée presque une semaine confinée à l'hôtel. Je ne suis pas sortie. Des médecins sont venus. Ils ont essayé de prendre soin de moi. Entre-temps, j'ai acheté mes médicaments, mais ils ont été là quand même. Il faut le dire. C'est vrai que nous sommes aussi en Afrique. Ce n'est pas facile de réunir toutes les conditions, mais quand même, on a senti un personnel médical qui a été là, présent. Même si, il faut noter, pour être quand même assez réaliste, qu'il y a eu quand même quelques failles. Le seul quoi qu'on va dire, ce sont les tests PCR à faire à tous les veilles de match. C'était un vrai problème, c'était stressant également, parce que quitter d'un pays à un autre, tu viens ici pour couvrir un match, tu fais le test, on te dit que tu as chopé le virus. C'était pas intéressant, mais heureusement, on a su quand même respecter les consignes, respecter les gestes barrières, tout ce qu'il faut pour ne pas choper ce virus, et dans l'ensemble, je pense que ça s'est bien passé, sauf que parfois aussi les résultats des tests viennent tardivement, ou parfois même tu es obligé de refaire les tests rapides pour pouvoir entrer au stade. La plus grande surprise, je vais dire, d'abord c'était l'Algérie qui a été éliminée dès les phases de poule en tant que tenante du titre, donc beaucoup attendaient à ce que l'Algérie dépasse au moins les quarts de finale. Les arbitres ont été au devant de l'actualité dans cette compétition pour le fait qu'ils ont été mis à contribution par l'appareil LAVA, la vidéo assistance, qu'ils ont utilisé à profusion à chaque fois sur des actions. Est-ce le fait que c'était pour la première fois qu'on utilisait cet appareil-là pour l'arbitrage et qu'il fallait obligatoirement à chaque action utiliser cette vidéo assistance? Nous avons pu penser qu'à un moment donné, c'en était trop et que les décisions de l'arbitre central étaient influencées par les décisions de ceux qui étaient à la régie. Mais après, bon, il faut comprendre que c'est une nouvelle application au niveau de l'Afrique, et donc au fur et à mesure, les corrections vont se faire. Mais je tiens à dire qu'il y a eu beaucoup de cartons, des cartons jaunes, mais des cartons rouges, un peu à l'emporte-pièce, et donc ce sont des aspects qu'il faut revoir. Sinon, les matchs ont été arrêtés pendant de longs moments pour des causes d'arbitrage. Tikazoé a arrêté le match, on a pu le constater, avant
la fin on explique qu'il y a eu des problèmes. La CAF et même la FIFA, à un certain niveau, on le sait qu'il y a plusieurs arbitres. Quand un arbitre est mal en point, tout de suite, il y a un remplacement qui est fait, mais ça n'a pas été le cas. Voilà. Merci à Seydou Koulibaly, Salif Ouattara, Ricardo Zama, Aude Alegbe et tous les techniciens qui sont retrouvés au Cameroun pour nous envoyer tous ces éléments. Merci beaucoup également donc, à nos deux consultants. On dira Kolo, Kolo Touré, oui. Et puis également Antoine Bell, Joseph Antoine Bell, Freddy Edia et Barnabé, que nous saluons aussi, qui ont fait partie de cette grosse équipe de la RTI. Je rappelle que la RTI a mobilisé énormément de monde. Il y a eu aussi le directeur général qui était Fosseni Koulibaly, Dembélé, pardon. Fosseni Dembélé, autant pour moi. Alors, ce qui se passe, c'est que là maintenant, nous avons envie de vous offrir le bilan chiffré de cette CAN 2021. Alors, on y va tout de suite et c'est grâce à Esso Jean Silver et à Véronique Conan. Vous voyez, 52 matchs pour 100 buts inscrits. Nous avons donc également 1,92 en termes de moyenne de buts par match. La meilleure attaque, c'est bien le Cameroun avec 14 buts inscrits. Meilleur buteur, Vincent Boubacar, 8 buts à lui seul. Meilleure défense, le Sénégal avec 2 buts encaissés. Voici donc pour ce qui concerne ce bilan chiffré. On voudrait remercier également Bonfils Bédi, Abdraman Samassi, tous ces journalistes, Nanouchka Boko, qui ont travaillé ici, chapeauté par notre très cher Sébastien Ogna, Cathy Touré également. Nous saluons au passage notre ami et journaliste Patrick Dadier, qui avec Arsène Kouassi, Konaté Ngamblé, ont tous œuvré pour qu'on ait donc ces éléments. Alors, il y a eu au niveau du Cameroun un passage de flambeau entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Seydou Koulibaly nous en parle. Alors, le flambeau de l'organisation va être donné au ministre ivoirien des Sports. Et voilà. Alors, tout le monde est masqué, donc on a du mal à les dévisager. Et on sait que c'est le flambeau qui est passé à la Côte d'Ivoire à travers son ministre des Sports. C'est une tradition au niveau de la CAF que le pays qui a organisé passe le flambeau au pays qui doit accueillir l'édition suivante. Et c'est dans cette optique-là que nous sommes là. Mais au-delà de ce geste symbolique, au-delà de ce geste protocolaire, il y a cette similitude de destin entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Certains diplomates disent que la Côte d'Ivoire est le Cameroun en Afrique de l'Ouest, d'autres disent le Cameroun et la Côte d'Ivoire en Afrique du Centre. C'est pour vous dire que ces relations que les présidents Ahidjo et Houphouët-Boigny ont ouvert au lendemain des indépendances et qui se poursuit aujourd'hui avec les présidents Paul Biya et Alassane Ouattara doivent être une leçon pour les jeunesses de ces deux pays, doit être une leçon pour les champions nationaux de ces deux pays, doit être une leçon pour nos secteurs privés pour dire il faut privilégier la coopération sud-sud, il faut privilégier le partenariat entre les pays du continent parce que les problèmes sont les mêmes et donc les solutions doivent être trouvées en partenariat, doivent être trouvées ensemble. Le ministre en charge des sports, Paulin Clodanho, qui a reçu donc le drapeau CAF, qui stipule bien que la Côte d'Ivoire est le prochain pays qui organisera donc la Coupe d'Afrique des Nations. Et vous avez entendu à l'instant Monsieur le Président du comité d'organisation de la CAN 2023, le ministre François Albert Amichia, qui, avec une forte délégation, s'est rendu donc au Cameroun. Question de mieux appréhender l'organisation de cette compétition. Et comme l'a dit Didier Drogba, la Côte d'Ivoire aura l'une des meilleures organisations. C'est ce qu'on souhaite, n'est-ce pas?
La balle est dans les pieds de la Côte d'Ivoire. C'est clair. Elle en fait bon Et usage. le compte à rebours a commencé. Ben ouais, le compte à rebours a commencé. Il Il faudra cette transmission de drapeau. Ben ouais, c'est très très important. Il faudra donc mettre les bouchées doubles. Alors messieurs, nous avons été très très heureux d'être en votre compagnie, hein, mais on voudrait, avant de conclure, parler quand même un peu avec Monsieur le Président Pape Sambalam, président des supporters sénégalais. Alors, c'est quoi la suite du programme? On m'a parlé de bœufs qui vont être immolés. On m'a parlé de Thieboudienne qu'on aura dans plusieurs communes. C'est quoi la suite du programme pour célébrer donc les Lions? Il y a beaucoup de communes qui ont organisé une fête, mais la plus grande fête qu'on va organiser bientôt, c'est de rassembler tous les Sénégalais et Ivoiriens surtout, qui sont nos frères, de venir partager notre fête à Marcory, Hibiscus, très bientôt. Donc j'invite tout le monde, tous ceux qui sont là, d'être là-bas ce jour-là pour fêter notre première étoile. Ouais, c'est très très important. C'est une première étoile qui restera donc dans les mémoires. Hein, et on va se battre pour la deuxième, pourquoi pas. Tout à fait, oui, c'est vrai. La deuxième après 2023. Après 2023. il faut... Alors, coach, tu n'es pas d'accord? Pas du tout. Ah ouais, pourquoi? Pas du tout, parce que j'espère que la Côte d'Ivoire va me rendre l'ascenseur. Ah non. Ah ouais, dites-nous alors. Ah oui, bien sûr, parce que n'oubliez pas que c'est moi qui avais organisé en 92. D'accord. Et vous l'avez pris. D'accord. J'espère que c'est le moment, en tant que deux pays frères. Nous sommes deux pôles, c'est vrai, mais deux pôles d'une même réalité. D'accord. Tant à ce que vous me rendez la coupe que vous gardez depuis 92. On va vous la rendre. Alors, la belle amitié entre les peuples, et ça fait plaisir. Hein, et on peut dire que la fête va continuer encore et encore. C'est sûr que quand vous avez vu les images de Dakar et de plusieurs villes du Sénégal, vous avez eu envie d'y être. C'est la même chose en Côte d'Ivoire parce qu'actuellement, rien n'est contrôlé. Les fêtes sont éclatées. Ouais. Ici à Treichville, à Marcory, Koumassi, chaque chef de famille, parce que j'habite avec Mel, rapidement sa famille va réclamer son tiep. Alors automatiquement, il faut avoir un mouton ou du poisson. C'est ça. Enfin, les fêtes sont éclatées. Mais comme l'a dit le président, la grande fête se fera certainement en fin de semaine, où les différentes communes d'Abidjan et même les villes environnantes seront invitées pour une fête. Et j'espère que la RTI sera, avec d'autres chaînes bien sûr. Et ensemble, on va faire la grande fête et puis fermer les guillemets et les ouvrir en 2023. Et la fête continue encore. Pourquoi pas? Ils sont très optimistes et ça fait plaisir. Alors parlons justement de 2023, donc une échéance attendue par l'ensemble des Ivoiriens. Hein. On a vu la prestation des Ivoiriens au Cameroun. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on soit plus conquérant donc, lors de cette organisation que va porter notre pays? Je vais dire que l'intervention doit être à 3 niveaux. Infrastructure sportive optimum pour permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir un blason comme il l'a actuellement dans le Conseil des Nations du football. 2, avoir un président à la Fédération ivoirienne de football dans les délais. Et au risque peut-être de faire la piqûre de rappel, on a jusqu'au 31 mars pour avoir un nouveau président au niveau de la FIF. Mais il faut passer à autre chose. Voilà, il faut passer à autre chose. Et puis, troisièmement, avoir une certaine stabilité dans l'effectif des éléphants de Côte d'Ivoire pour permettre les automatismes. Concernant le staff technique, je préfère ne pas en parler. Alors, mais nous allons en parler. Ouais, le staff technique, moi, est-ce que Baumel devra rester toujours donc sélectionneur ou vous pensez que son avenir est en pointillé là? Je n'ai jamais été adepte des changements à tout va. Je crois que pour moi, Baumel doit continuer le travail. Là, on est à moins 16 mois du début de la compétition. Pour moi, il serait pour moi logique de le conserver, mais surtout de lui adjoindre des encadreurs pour lui permettre, n'est-ce pas, tactiquement de progresser. Parce que ce que les éléphants ont fait sur cette CAN-là, pour moi, est intéressant. Il y a des choses à corriger, certes, mais on a une très belle équipe. On a des joueurs qui sont capables, n'est-ce pas, de remporter ce trophée-là ici. Il ne faut pas tout bouleverser. On l'a vu avec le Sénégal, avec Aliou Cissé. Il faut s'inscrire dans la stabilité. C'est ça qui permet, n'est-ce pas, aux équipes de gagner. La stabilité, c'est avec Baumel, avec également donc, un grand renfort de locaux autour de lui? Je veux dire, à 5 mois ou 3 mois de cette grande compétition, on n'a plus tellement le choix. Hein. Sinon, pour moi, Baumel
Si on opte pour que Baumel reste, ça veut dire qu'on a fait le choix de perdre cette coupe. Ah bon? Oui. Pourquoi? Ben, je l'ai expliqué pendant longtemps, cet entraîneur, pour moi, n'est pas fait pour les éléphants. Il a montré ses limites en 2 ans. Je pense qu'il doit pouvoir partir. Mais en même temps, c'est nous qui nous sommes tirés une balle dans les pieds. Pourquoi? En 2012, nous avions un entraîneur qui s'appelle Zahir François. Il avait bien sûr l'une des meilleures équipes, mais on n'a pas voulu être patient. On a perdu une finale. On l'aurait reconduit. Peut-être que les victoires se seraient alignées. Les résultats également. Ça n'a pas été le cas. D'accord. On s'est libéré de Zawi. Et le Sénégal nous montre que quand on a un entraîneur local, il faut lui faire confiance. Il faut être patient. D'accord. Merci beaucoup à vous, messieurs. Merci au charmant public sénégalais qui est venu. C'était pour nous l'occasion donc de faire ce bilan. On voudrait encore une fois dire merci au directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé, et toute son équipe, Eric Sekongo, le directeur de la chaîne RTI 1 également, donc pour nous avoir donné la possibilité de parler aux Ivoiriens et surtout leur parler donc de cette Coupe d'Afrique des Nations. Merci à toute la production et à son directeur. Merci encore une fois à vous tous, chers téléspectateurs, de nous avoir fait confiance. On dit merci aux réalisateurs également. Voilà, et à très vite pour d'autres émissions.